Bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour cette controverse, c'est la reprise un peu du présentiel. C'est pas évident après toute cette période où on faisait des rencontres à distance. On va parler d'un immense scandale de cyberespionnage que Forbidden Stories, Amnesty International et 17 médias, dont Mediapart évidemment, ont révélé, si ma mémoire est bonne, le 18 juillet dernier, le projet Pegasus. De nombreux États, donc, auraient utilisé, avec l'accord préalable des autorités israéliennes, ce logiciel développé par une entreprise israélienne, NSO, qui, j'ai vérifié, parle dans sa communication de 55 États clients, en général. Le consortium médiatique, comme on l'appelle, a identifié, en tout cas depuis 2016, plus de 10 États, 11 très exactement, dont le Maroc, qui s'en défend, qui attaque même, dont le Mexique, l'Arabie saoudite, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, le Togo et le Rwanda. Le Vietnam, oui, moi j'avais pas dans la première liste. Voilà, merci. Et à travers le monde, au moins 50 000 victimes potentielles, c'est-à-dire qui pouvaient être espionnées, dont, comme vous le savez, des chefs d'État et de gouvernement, des responsables politiques au pouvoir ou dans l'opposition, des parlementaires, des ambassadeurs, des avocats, des journalistes, des militants des droits de l'homme, des athlètes, des prêtres, des imams, des youtubeurs, etc., des chefs d'entreprise, surveillés, faut-il le dire, en toute illégalité. Deux journalistes, d'ailleurs, dont les smartphones avaient été infectés par le logiciel, ou leurs proches ont été assassinés entre-temps. Ce qui frappe, je voudrais le dire avant de donner la parole à nos invités, ce qui frappe en France, je trouve, à mon goût en tout cas, c'est que moins de 3 mois après les révélations, le silence des grands médias et plus encore de la classe politique, pourtant massivement visés les uns et les autres par les utilisateurs étatiques de Pegasus. Le logiciel, il faut le rappeler, introduit dans leur smartphone, permettait à l'utilisateur de récupérer les messages, y compris les messages soi-disant cryptés, WhatsApp, Signal, etc., des photos, les contacts, et même d'écouter les appels, donc, en France, d'au bas mot, au moins 1000 personnes, dont Emmanuel Macron, Édouard Philippe, sa femme, son assistant, et au moins 14 ministres et ex-ministres. Il y a 5 ministres pour lesquels, je crois, ça a été confirmé par l'enquête, des responsables politiques, des journalistes, dont mes deux voisins de droite, si j'ose dire, Edoui et Rosa. Donc, on va essayer ce soir de comprendre d'abord ce que représente cette violation sans précédent des droits de l'homme, quasiment avouée, même si le Maroc s'en défend. En tout cas, les dirigeants de la NSO ont une communication très confuse sur ce point. Mais surtout, je dirais, les enjeux, les raisons qui ont fait que cette agression à l'échelle mondiale s'est développée. Alors, on a 3 experts, si j'ose dire, et pour une part victimes. Edoui Plenel, que chacun connaît, comme on dit, on ne présente pas Edoui Plenel, mais on présente quand même. Donc, journaliste politique, cofondateur et président fondateur, on dit maintenant, je crois, c'est pas mal, de Mediapart, qui vient de publier, j'en profite pour le dire, À gauche de l'impossible, à la découverte. Donc, Edoui figure parmi les victimes de Pegasus. Rosa Moussaoui est elle aussi victime de Pegasus. Elle est journaliste, grand reporter à l'UMA. Et elle écrit en particulier, c'est peut-être la raison de l'introduction de Pegasus dans son smartphone, sur la situation au Maroc et en particulier sur la répression qui vise les journalistes et les défenseurs des droits humains emprisonnés par Mohamed VI. Et donc, René Bachmann, qui, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas victime de Pegasus, en tout cas pas direct, voilà, qui est journaliste, spécialiste du Proche-Orient, il collabore évidemment à Mediapart,
Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Un mur en Palestine, qui a été réédité il y a quelques années. Alors, René a travaillé, lui, plus spécifiquement sur le volet israélien, c'est-à-dire la NSO, mais aussi, il va nous raconter ça mieux que moi, il le connaît mieux que moi. Donc, merci à vous trois d'avoir répondu à l'invitation de l'IREMO. La règle du jeu qu'on a fixée ensemble, chaque fois qu'on joue, on précise la règle parce qu'elle change selon le format de la rencontre. Vous avez 10-15 minutes chacun pour dire ce que vous souhaitez pour éclairer nos amis sur Pegasus, et ça nous laissera donc 1 heure et quelques pour discuter entre nous et avec nos amis, évidemment, qui sont venus vous écouter. Donc, Edoui, je te donne la parole. Bonsoir à toutes et tous, et merci à l'IREMO de cette invitation. Moi, je vais simplement dérouler le film précis de tout ça pour que le niveau d'information de chacune et chacun soit le même, sachant que Rosa Moussaoui est bien plus spécialiste que moi du cœur du sujet géopolitique que révèle cette affaire, qui est la question du Maroc et des relations franco-marocaines. Et comme cela a été dit, René, sur la dimension de diplomatie de cybersurveillance de l'État d'Israël. Cette histoire Pegasus, cette enquête, c'est au fond le passage à un niveau supérieur de ce qu'avait déjà révélé Snowden. Snowden, c'est la fin de la naïveté numérique, c'est la fin de l'âge d'or du numérique comme potentialité de démocratisation, ce qui est le cas, les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte, le partage des savoirs et ainsi de suite. Mais avec Snowden, on découvre que le numérique sert aux États en tant qu'appareil étatique à nous espionner, à nous surveiller, et que les questions de sécurité sont un prétexte pour de l'espionnage commercial, de l'espionnage industriel, de l'espionnage diplomatique. La NSC espionnait Merkel, espionnait Hollande, et ainsi de suite. Ça, c'est Snowden, nous montre ça, nous montre comment cette révolution technologique a servi à une totale démultiplication de l'espionnage. On pourrait dire d'un espionnage fainéant, hein, puisque tout ça se passe avec les réseaux, avec les techniques que permet le digital. Qu'est-ce que c'est que Pegasus? C'est le passage à la sauvagerie numérique. C'est-à-dire, c'est une entreprise privée, j'y reviendrai, qui vend un logiciel espion indétectable, qui officiellement le vend pour traquer soit la grande criminalité, soit le terrorisme, et qui le vend à qui est preneur. Et qui le vend très cher, puisque c'est une entreprise dont la progression depuis sa création en 2010, sa progression en termes de chiffre d'affaires, en termes de moyens, a été très importante. Donc, avec Pegasus, on est devant une question politique, démocratique, qui est la dissémination d'une arme d'espionnage massive. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de règles. Qu'il n'y a pas de règles. On parle des armes de destruction massive, on parle du nucléaire, on parle... Tout ça est dans les débats diplomatiques. Eh bien là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est la question politique centrale qui est posée par cette affaire. C'est-à-dire qu'est-ce que les États, qu'est-ce que l'Union européenne, qu'est-ce que les Nations unies, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher cette dissémination générale, sans aucun contrôle, d'une arme d'espionnage massif. Et cette arme d'espionnage massif, dans le cas précis, on voit qu'évidemment, elle est d'abord servie à des États les moins démocratiques qui soient, et qu'ils les utilisent évidemment contre leur propre société pour surveiller leur société. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la technologie elle-même. Donc, le produit phare de cette société qui s'est créée en 2010, qui est une société, René l'expliquera mieux que moi, vous savez que l'État d'Israël est un État sécuritaire, donc il a toutes sortes d'unités
qui sont utilisés pour toutes les nouvelles technologies, y compris des unités très secrètes sur des armes très interdites, les armes chimiques, les armes bactériologiques. Donc il a mis le paquet sur ces questions-là. Et évidemment, les personnes qui, pendant leur service, sont utilisées pour le renseignement technologique par l'État se retrouvent dans une entreprise privée dont, évidemment, les liens resteront constants avec l'appareil sécuritaire. Et cette entreprise privée, avec 3 fondateurs, va inventer un produit phare qui est Pegasus, qui en est, selon nos informations, à sa version numéro 3. Et donc Pegasus, c'est un logiciel espion indétectable qui prend possession de votre appareil téléphonique ou de votre tablette. Pourquoi numéro 3 ? C'est que les premières versions étaient des versions où il y avait une manœuvre à faire. On vous envoie un message disant un colis vous attend, on vous fait un appel téléphonique, vous vous demandez qui c'est, vous regardez, etc. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire une manœuvre, et on peut tous le faire par inadvertance, qui déclenche un lien, lequel, à ce moment-là, et c'est l'image de Pegasus, c'est aussi le cheval de Troie, c'est Pégase, c'est le cheval qui saute, qui vole, et qui en même temps prend possession de votre téléphone. Alors, le numéro 3, la version numéro 3, qui est récente et qui correspond à 2019 par rapport à l'affaire qui nous occupe, c'est 0 clic. Ils ont notamment sur les iPhones, et depuis d'ailleurs Apple a dû faire une actualisation, profité de 2 failles, notamment sur les e-messages d'Apple, pour arriver à rentrer dans le téléphone. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans le téléphone, ils peuvent tout prendre. Ils peuvent tout prendre, tout surveiller, et NSO assure tout le service après-vente. C'est-à-dire que NSO ne se contente pas de vendre le logiciel, mais à prix d'or, mais NSO est là pour l'assistance sur les États qui s'en servent. Ce logiciel, on l'avait repéré, les médias d'enquête, avant les dernières révélations, et déjà le théâtre, Rosa en parlera, le théâtre était le Maroc, et déjà la victime qui avait été repérée est un confrère qui est aujourd'hui en prison, qui est Omar Radi. Grâce à, et c'est une bonne chose, Amnesty International est une organisation qui a pris conscience de cet enjeu, d'abord pour les siens, c'est-à-dire pour les défenseurs des droits humains, et Amnesty a donc un laboratoire très perfectionné qui est basé à Berlin, tandis qu'il y en a un autre, le Security Lab, qui est basé à Toronto, et qui sont des laboratoires pour protéger les défenseurs des droits humains et s'assurer qu'ils ne sont pas espionnés, sachant que, pour le dire, s'il y a des militants dans la salle ou des journalistes ou d'autres, la première règle est d'abord de ne pas utiliser le numérique pour ce que l'on a à protéger, d'éviter toute traçabilité numérique. Mon 3e point, c'est que c'est les révélations qui sont intervenues. Donc en fait, Forbidden Stories s'est trouvé en possession, avec beaucoup de précautions, d'inquiétudes sur les sources, c'est là où il faut être précis, de 50 000 numéros qui ont été potentiellement ciblés par les clients de NSO. Ça ne veut pas dire que tous les numéros ont été infectés. C'est par rapport, j'y reviendrai, à statistique française, on peut avoir 14 ministres sur la liste, les téléphones, mais ça ne veut pas dire que les téléphones... C'est là où la question, le travail journalistique, c'était à la fois, puisqu'ils n'avaient que des numéros, retrouver à qui sont les numéros. Et c'est comme ça, comme il y a certains de nos numéros qui circulent plus, le mien, tout le monde là, ils m'ont contacté. Et puis du coup, après, ils se sont demandé si telle autre personne, par exemple, il y a un mystère, l'équivalent de Rosa à Mediapart, Rachida El Azouzi, elle couvre le Maroc, et on n'a pas trouvé son numéro. Alors elle en a peut-être changé, peut-être un numéro ancien, on a regardé, on n'a pas trouvé. Bon, voilà, donc il y a des numéros. Tous les numéros n'y sont pas. Bon, ce qui nous a intrigués, nous, évidemment, c'est que les numéros qui y étaient n'étaient pas les numéros du pôle enquête de Mediapart, de Fabrice Arfi, de ceux qui ont peut-être le plus de secrets à traiter. Et donc nous, on s'est trouvé
avec deux numéros, le mien et celui de Lénaïque Bredoux. Et là, comme dans une enquête, c'est-à-dire qu'il faut faire deux choses. Premièrement, voir ce qu'il en est du téléphone, pour voir si le numéro est concerné, et ensuite comprendre si la vérification est positive, à quoi ça correspond. Et ça, c'est ce que j'appelle le puzzle. Une enquête, c'est toujours un puzzle. Pour être sûr de ne pas se tromper et puis surtout de ne pas aller trop vite. Il faut pas, comment dire, une enquête, c'est aussi penser contre soi-même, etc. Donc, en l'occurrence, la vérification. Alors, pour la vérification, ça a été un débat un peu déontologique parce qu'il faut donner son téléphone. Il faut accepter que votre téléphone, ceux qui vont vérifier dans le laboratoire, et dans notre cas, il va falloir faire deux fois, puisqu'il va falloir le faire auprès, j'y reviendrai quand il y aura la plainte judiciaire, eh bien, il faut donner, voilà, il faut qu'ils prennent l'ensemble du téléphone. C'est ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'ensemble du téléphone, ils l'ont envoyé à Berlin, et la vérification est assez rapide, et elle permet d'être très précise, c'est-à-dire qu'elle détecte par une sorte de ligne, pourrait-on dire, de logiciel numérique, de code numérique, la présence du logiciel, et elle détecte la date à laquelle il est arrivé et la date à laquelle il est sorti. Bon. Ce qui a permis de voir que dans le cas de Lénaïque Bredoux, ça a duré pendant 2 ans avec une interruption, et dans mon cas, 2 mois très précis. Mon cas a permis très vite d'identifier, de confirmer l'identification du Maroc dans cette affaire. Pourquoi ? La ligne de code pour l'ENA comme pour moi est semblable à celle qu'on retrouve sur les téléphones des confrères marocains. Donc ça permet de dire, bah tiens, c'est la même chose, hein, c'est la même ligne de code. Et dans mon cas, les dates ont été très cohérentes puisque j'ai accepté de participer à la demande insistante de ce qui était notre partenaire au Maroc à l'époque, le DESC, à un forum des droits humains qui était très officiel, mais on m'a dit il faut y aller quand même, etc. J'y ai été. J'ai dit des choses que j'avais à dire normalement sur les droits humains, sur le Irak du Rif, sur les prisonniers du Rif, etc. Et en fait, à peine revenu à Paris, là a commencé cet espionnage. La suite nous a fait comprendre ce qui se passait. En fait, toute l'offensive qui était pour, en fait, y compris tuer les potentialités critiques du DESC, a été d'infiltrer le DESC, y compris de faire une grande crise et de retourner des gens. C'est très dramatique, même au sens de l'équipe du DESC, ce qui s'est passé. Rosa et Rachida ont raconté ça en long et en large dans leurs journaux respectifs, et tout ça pour mettre Omar Radi en prison, monter une affaire. Et de ce point de vue, l'espionnage de Lénaïque Bredoux le confirme aussi, dans la mesure où Lénaïque Bredoux est la spécialiste des questions de genre chez nous. Donc, d'une certaine manière, pour inventer les légendes, comme on fait dans les services de renseignement, on invente des légendes contre les gens, pour les compromettre, hein, ça existe toujours, et donc c'est au fond le compromat des anciens régimes de l'Est qui est utilisé aussi par des régimes autoritaires, et de la manière pour bien connaître les scénarios, les violences sexuelles, comment on va raconter ça, comment on va mettre ça en scène, hein, ce qui a été le cas pour Omar et pour d'autres, c'était utile. Par ailleurs, Lénaïque était aussi, tout comme moi, dans la mémoire des renseignements marocains, dans le cerveau reptilien des appareils de sécurité marocains. Lénaïque, parce que c'est elle qui a publié les articles un peu compromettants sur le chef des renseignements marocains, Amouchi, à Mediapart, sous la présidence de François Hollande. Et dans mon cas, mon cas est pendable depuis longtemps. Je suis celui qui a inventé la machinerie pour la monarchie marocaine, pour le Marzen, qui a ébranlé en proposant à Gilles Perrault de faire ce livre, Notre ami le roi, dont vous connaissez l'histoire et dont vous connaissez l'impact, en complicité avec une personne qui n'est plus de ce monde et qui a été la source de ce livre, qui est Christine Dorservati. Voilà, pour terminer, donc voilà exactement les faits sur nous concernant, et évidemment, il y en a plein d'autres. Alors, 2 derniers points. Un point sur lequel René reviendra, qui est très frappant, c'est que l'ensemble des États qui ont été repérés par cette enquête, ces 2 dernières années, sont tous des États qui ont fait évoluer leur politique avec Israël. Tous. C'est-à-dire c'est comme donnant-donnant.
Et on n'imagine évidemment pas un État sécuritaire comme l'État israélien ne pas profiter des données. Et non seulement en profiter diplomatiquement, c'est-à-dire vous devez faire un pas vers nous, nous reconnaître, etc., comme un marchandage, mais en profiter également, même si NSO prétend le contraire, en termes de données. Oui. Excuse-moi, il y a même le cas que je trouve très intéressant pour appuyer ce que tu dis, de la Hongrie, où l'arrivée de Pegasus sous contrat avec NSO coïncide avec le voyage de 2017 de Netanyahou en Hongrie, le début du flirt entre Netanyahou et Orban. Tout ça enfin, fait ce contexte qu'on peut voir, évidemment. Et dans le cas de l'État marocain, c'est évident, puisqu'il y a la reconnaissance, il y a, et la politique sur le Sahara, enfin tout ça fait système, et du coup une brutalisation accrue en termes sécuritaires et vis-à-vis de la presse. Alors, la vraie question sur laquelle je n'ai pas de réponse, mais que je vais vous décrire, bon, donc pour la France, c'est 1000 personnes, 1000 numéros, disons, 1000 numéros. Potentiel. Dans ces numéros, on le sait aujourd'hui, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous, on a été les premiers suivis par tout le monde, mais dès le lundi, on a déposé une plainte. Notre avocat a été reçu, ça ne s'était jamais arrivé, par le procureur de la République de Paris, qui savait qu'il y avait une deuxième salve à venir de révélations concernant les ministres et le gouvernement, voire le chef de l'État, du coup qui a fait un communiqué le lendemain, Rémi Hetz, annonçant l'ouverture d'une enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle tous ceux qui ont ensuite porté plainte, nous avons été reçus. Donc il y a 3 structures. Il y a l'ANSSI, qui est une structure sur la sécurité informatique des administrations et du pouvoir français. Il y a la police judiciaire, chargée de l'enquête, avec une unité spécialisée. Et il y avait les services, la DGSI, dans la mesure où c'était des officiels. Ils avaient fait une cellule Pegasus, dans des locaux c'était pas vraiment, ça faisait pas bureau des légendes, ça faisait un peu bricolé. Bon, et là, des gens de l'ANSSI, en fait, font la vérification pendant que vous déposez au commissaire de la police judiciaire. Et donc, il fallait à nouveau accepter avec un protocole les avocats présents pour récupérer, pour être sûr qu'ils n'utilisaient pas ça pour d'autres données. Enfin bon, bref, voilà, qu'ils refassent la vérification. Et le temps de la déposition, où je raconte toutes les vérifications, ainsi que les naïfs bredous, tous ces recoupements qui confirment ce que nous avons écrit, la vérification, donc, dans le cas d'Amnesty, ils avaient fait double vérification, le labo de Berlin, le Security Lab de Toronto en double, et là, 3e vérification faite par l'État, pareil, même date, même ligne de code, donc voilà, il n'y a pas de doute, et tout ça est là. Alors, quel est le mystère? On s'est trouvé, ce jour-là, c'était en plein mois de juillet, devant un commissaire formidable, le chef chargé de cette unité très sur des questions nouvelles, qui a dit, mais vraiment, bon, le drame, c'est que je pars en vacances dans 2 jours, mais vraiment, ça, c'est un super dossier, je suis content, vraiment, sacrée affaire, et qui était vraiment allant comme ça. Bon, on sait depuis, on l'a révélé, que sur les téléphones des ministres, sur 5 ministres, la vérification a été positive, et on ne sait pas ce qu'il en est pour Macron, et là, il y a une raison importante, c'est que s'il rendait publique la vérification sur Macron, ils sont obligés de passer à l'information judiciaire, parce qu'on est dans du criminel. C'est l'espionnage du chef de l'État. C'est-à-dire, c'est un crime, c'est très grave, etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est que là, nous sommes au bout de 3 mois, et là, mystère. Mystère. Après tout ce truc très rapide et tout, plus rien. Je reviens de vacances, j'appelle le commissaire. Ah, non, mais, vous savez, non, ça allait... En fait, je change d'unité. Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Des raisons, carrière, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Non, mais je ne peux pas vous parler. Bref, le commissaire n'est plus en charge. Et il change d'unité. Le parquet, pareil. Le procureur de la République, pareil. Voilà. Plus les mêmes. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. J'ai redemandé à notre avocat aujourd'hui, j'ai dit, on en est, plus de nouvelles.
Pegasus provoque des promotions. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Je ne sais pas. Je ne peux pas interpréter plus de nouvelles. C'est-à-dire plus de nouvelles, plus de nouvelles à nous et plus de communication publique. Là où il y avait eu le grand communiqué public. Rien. Je ne peux pas l'interpréter. Je vous le dis juste comme ça, il n'y a rien. À ce stade, il n'y a plus rien. On ne sait pas pourquoi, alors que il y a 5 ministres, ça on le sait, et personne ne nous contredit. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de passage à une information judiciaire, à un juge indépendant. Il n'y a rien. Deuxièmement, il y a, mais ça c'est anecdotique, donc le pouvoir marocain avec un avocat qui est le même que celui de M. Bolloré, au passage, mais ça, bon, les avocats ont le droit d'avoir tous les clients qu'ils veulent. Maître Baratelli, qui a donc fait une poursuite contre nous tous, tout ce que nous avons écrit, poursuite qui est nulle et non avenue, et on lui en demandera des comptes, puisque depuis une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un État étranger ne peut pas, en tant qu'État étranger, porter atteinte à la liberté de la presse en France par une poursuite sur ce que nous avons publié. L'audience purement de fixation a eu lieu la semaine dernière, et une audience regroupée aura lieu le 26 octobre, c'est-à-dire que la semaine prochaine, sur l'ensemble de ces questions qui, de toute façon, c'est une plainte qui ne peut pas prospérer, et on lui en demandera des comptes, puisque finalement, c'est des frais d'avocat, on lui demandera, voilà, poursuite abusive, excès, peut-être, on verra ce que dira le parquet. Mais voilà, nous sommes devant une énigme. Pegasus a éclaté. Boum, voilà. Le Forbidden Stories a eu un prix remis par le président du Parlement européen. Donc tout ça il y a une conscience internationale sur tout ça. Mais au niveau des États, et notamment de l'État français, une sorte de grande immobilité, qui peut avoir plein de causes. Peut-être la cause qu'il y a peut-être plus d'utilisateurs de Pegasus que nous ne pensons, que nous ne savons. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être d'autres causes sur des relations avec l'État et la société et les intérêts et les relations avec l'État d'Israël, les relations avec le roi du Maroc, évidemment, au premier plan, et de sa virulence. Donc il y a une grande énigme. De notre côté, la seule façon d'avancer, c'est de continuer à enquêter. Et d'enquêter, parce que Pegasus, dans le cadre de ces 50 000 numéros, il y a un type d'État, mais il y a d'autres États, on le sait. On sait que dans le passé, par exemple, l'Espagne a utilisé Pegasus. Donc, il va falloir s'intéresser à l'ensemble des usagers de Pegasus et essayer de voir ça. Je voudrais terminer par un mot. On a publié une interview, et elle a fait des déclarations publiques aussi en dehors de l'interview, d'Agnès Calamard, qui est la nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International, qui était avant aux droits de l'homme à l'ONU, qui avait fait l'enquête. Vous savez que Khashoggi était concerné par cet espionnage, ses proches, puisque on le sait. Donc c'est elle qui avait fait l'enquête sur le crime d'État de l'assassinat de Khashoggi. Et Agnès Calamard a posé la vraie question, et pour laquelle la société doit se mobiliser. C'est la demande d'un moratoire. Il faut demander que ça ne soit plus vendu actuellement. C'est-à-dire interdire ces ventes-là, la dissémination d'une arme de surveillance massive, de contrôle massif des sociétés. Il faut l'empêcher. Il faut demander un moratoire tant que, évidemment, les États ne discutent pas dans quelles conditions cela peut être utilisé. Bon, il y aura toujours des services secrets, il y aura toujours une part d'ombre. Mais là, c'est de manière très massive. Et pour vous rassurer, c'est quand même une dissémination qui est à la fois dangereuse et qui est en même temps folle, parce que c'est un peu comme l'aiguille dans une botte de foin. Quand vous prenez toutes sortes de milliers de numéros, il faut savoir comment on les traite derrière. Il faut avoir les moyens de les traiter. Alors je pense que ceux qui ont inventé Pegasus ont les moyens. Je ne suis pas sûr que leurs clients aient les moyens de traiter toutes ces données, qui demandent beaucoup de travail sur des métadonnées, parce que quand vous prenez des milliers de téléphones, on le voit, nous, quand on a des leaks, c'est-à-dire des fuites, vous savez, de documents très massifs qui demanderaient des vies entières d'archivistes à être dépouillés avant qu'il y ait le numérique, nous-mêmes, nos informaticiens, travaillent des logiciels pour pouvoir les exploiter. Ou autrement, on est perdu, on est égaré. Et donc,
C'est là où je pense qu'il y a aussi une façon de cibler tous azimuts qui peut tomber juste, mais qui peut aussi être une sorte de grand aspirateur dont ils ne savent pas forcément toujours que faire. Voilà. Merci beaucoup, Edoui. Rosa. Alors, merci d'abord à Guillermo et merci à toi, Dominique, d'avoir organisé cette conversation dans un contexte où cette affaire est un peu en train d'être enterrée quand même. Ouais, ouais. Je voulais commencer en disant que tu as très raison, Edoui, de dire que ce scandale Pegasus signale le passage pour les États autoritaires à l'âge d'une forme de sauvagerie numérique. C'est au sens strict, effectivement, une arme de guerre, de l'aveu même de membres du gouvernement israélien, qui expliquaient que si c'était en effet une arme de guerre, ils n'étaient pas responsables de ses usages, de même qu'ils ne seraient pas responsables des usages faits d'autres types d'armes physiques, celles-là, qu'ils vendraient. Et vous avez cité parmi les journalistes auxquels l'usage de ce logiciel a coûté la vie, Jamal Khashoggi. Je voudrais aussi évoquer la mémoire d'un journaliste mexicain, Cecilio Pineda, qui en fait a été assassiné quelques heures après avoir dénoncé la collusion entre des politiciens de sa région, la police locale et des cartels. Et le Pegasus Project met en évidence la surveillance, la cybersurveillance dont était l'objet ce journaliste. Parfois, ces logiciels, ils permettent aussi, dans un autre registre, d'organiser la mise à mort sociale. Et là, je voudrais citer les cas des femmes journalistes qui ont été ciblées par ce logiciel, et notamment le cas de Rada Wes, qui est une journaliste libanaise, qui a retrouvé des photos d'elle dénudée circulant sur les réseaux sociaux en raison en fait de ses enquêtes sur l'Arabie Saoudite. Et ça, dans les contextes comme cela, cela peut correspondre à des formes de mise à mort sociale. Il y a en fait pour nous journalistes plusieurs dimensions. Il y a cette dimension d'intrusion insupportable dans l'intimité, qui est d'une violence extrême. Il y a surtout la mise en danger de nos sources présentes, mais aussi de nos sources futures, parce que cela compromet évidemment notre faculté à nouer des liens de confiance qui permettent à des gens de nous confier des informations sensibles. Nous sachant potentiellement espionner, ils s'y prennent évidemment, nos sources s'y prennent à 2 fois avant de nous confier des informations sensibles. Je voudrais dire que dans le cas du Maroc, tu l'as un peu dit, Edoui, l'usage de ce logiciel espion Pegasus a été précédé par l'usage contre des journalistes, contre des défenseurs des droits humains, contre des opposants, de logiciels espions mis au point par des firmes européennes. Dans le cas de Pegasus, dès 2020 et avant l'affaire Omar Hadi, le Citizen Lab de l'Université de Toronto avait publié une liste d'un peu plus d'1 millier de défenseurs des droits humains, de journalistes, d'opposants dans le monde qui étaient la cible de ce logiciel, et parmi eux, beaucoup de Marocains qu'on a retrouvés dans la liste plus récente. Je pense en particulier à Mahati Monjib, à Aboubakr Jamaï, le fondateur du journal hebdomadaire qui a été fermé par le régime marocain, ou encore l'avocat des révoltés du Rif, dont les téléphones avaient été infectés. En 2020, ces révélations, elles étaient passées un petit peu inaperçues. Et puis, il y a eu l'analyse du téléphone d'Omar Hadi par le Security Lab d'Amnesty, cette fois, et la confirmation de l'infection de son téléphone a par contre là fait beaucoup plus de bruit, parce que ces révélations sont intervenues dans le contexte de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. En contrepartie, c'était le marchandage de Trump, de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et ça avait fait un gros scandale. Et à ce moment-là, le régime marocain s'est retourné contre Omar Hadi, lui-même accusé d'être un espion à la solde de puissances étrangères.
convoqué à maintes reprises par la brigade de la police judiciaire, et finalement accusé de viol en plein été. Je reviendrai après sur cette stratégie sexuelle du régime marocain. Mais je crois que c'est important de s'attacher au profil de ce journaliste. C'est un journaliste qui enquêtait sur des questions sensibles, sur les intérêts enchevêtrés de la monarchie et de puissances capitalistes, locales ou étrangères. C'est aussi un jeune homme qui a forgé ses premières armes militantes dans le soulèvement de 2011, le mouvement du 20 février. Et ce mouvement du 20 février, pour moi, il marque véritablement un tournant. Le régime, à partir de ce moment-là, s'est durci. Il a été débordé par l'usage que faisait cette jeune génération des réseaux sociaux, des outils numériques. Et à ce moment-là, il est venu sur ce terrain-là pour s'approprier les outils numériques et les retourner contre ces activistes, ces militants, ces journalistes, ces citoyens. Et à ce moment-là, il investit massivement dans la veille sur les réseaux sociaux, dans des logiciels espions et dans ce type de pratiques, en faisant appel, encore une fois, à des entreprises européennes. Et là, à partir de là, il y a eu une espèce de rupture aussi dans la stratégie de répression. Autrefois, quand on lit Perrault, le régime marocain organisait les procès politiques des opposants. Et il faisait peser sur les opposants des accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, voilà, ce type d'accusations, qui finalement donnaient une forme de prestige à ceux qui mettaient en cause ces régimes. À partir de là, il y a eu une espèce de retournement où le régime marocain a opté pour une autre stratégie qui visait à démolir la réputation des opposants, à faire peser sur eux des soupçons de corruption, des accusations à caractère sexuel. Et donc il s'agissait de jeter sur eux l'opprobre, de les salir et de les briser comme ça. Et un des cas les plus emblématiques de cette stratégie sexuelle, c'est Taoufik Bouachrin, le directeur d'Al-Khabar El-Youm, qui était le grand journal arabophone, indépendant, marocain, aujourd'hui fermé, et qui a été accusé de viol sur une vingtaine de femmes. Bouachrin, en fait, en arabe, ça veut dire celui qui possède 20 choses. Et donc le régime a cherché à lui coller 20 accusatrices. Alors beaucoup se sont rétractés, on a retrouvé des témoins, des accusatrices qui se sont rétractées cachées dans des coffres de voitures, d'autres ont fini en exil et racontent comment on les a poussées à à proférer de fausses accusations. Et le rédacteur en chef de Al-Akhbar El-Youm a lui été accusé de viol sur un jeune homosexuel. L'enquête a été ouverte sur la base d'un post Facebook de ce jeune homme. Il n'y a absolument aucune espèce de preuve. Je ne vais pas revenir dans les détails de l'affaire, mais même type de choses. Et il se trouve que Souleymane Raissouni, qui est en prison aujourd'hui, est l'oncle de Hajar Raissouni. Vous vous souvenez de cette jeune femme, cette jeune journaliste brillante qui a été accusée de relations sexuelles hors mariage et avortement illégal. À ce moment-là, un tollé international avait contraint le roi à prononcer sa grâce. Alors, ce qui nous arrive en fait aujourd'hui, dans ce contexte de durcissement des régimes sur la rive sud de la Méditerranée consécutive à tous les soulèvements populaires qu'on a connus ces dernières années, on a été quelques-uns en France, quelques journalistes, à se dire qu'il nous fallait ici prendre le relais des enquêtes, des reportages, des articles que nos confrères là-bas ne pouvaient plus faire. Et nous nous retrouvons aujourd'hui cible de l'exportation par le régime marocain des méthodes de répression qu'il a déjà retournées contre ses propres journalistes, contre ses propres opposants. Il y a là une forme d'extraterritorialité de la répression qui est un peu vertigineuse et avec une passivité coupable des autorités françaises, une compromission, je dirais. Cette cybersurveillance, cette cyberrépression, elle est aussi
disons, le prolongement d'une répression, d'une surveillance physique que nous sommes un certain nombre à avoir déjà éprouvé en reportage et que nous n'imaginions pas devoir affronter ici sur le sol français. Tout ça nous oblige aussi à une hypervigilance sur le sol français même, qui est aussi une violence. On est obligé de prendre des précautions pour ne pas mettre en danger nos sources là-bas. Un journaliste comme Hicham Mansouri, qui est un journaliste en exil, fondateur de l'association marocaine du journalisme d'investigation, avant même le scandale Pegasus lui-même était cible lorsqu'on se rencontrait. Enfin, lorsqu'on avait des choses à se dire, on se rencontrait physiquement. On ne se parlait déjà pas au téléphone. Donc, on est placé comme ça, sous pression, dans cette situation d'hypervigilance. Je voudrais dire que la passivité des autorités françaises devant ce scandale extrêmement grave, elle nous interpelle aussi sur les intérêts enchevêtrés du pouvoir français et du pouvoir marocain. Et je voudrais rappeler ici ce qui s'est passé en 2014 avec l'affaire Hamouchi, qui avait conduit à de très graves incidents diplomatiques entre les deux pays. Abdelatif Hamouchi, c'est le patron des services marocains. Il avait été l'objet d'une plainte pour torture en France. Et lors de l'un de ses séjours en France, la magistrate qui instruisait cette affaire l'a fait convoquer, a fait porter une convocation à l'ambassade du Maroc. Et ça avait suscité un scandale et donc une brouille diplomatique très grave. Et pour sortir de cette brouille diplomatique, la France avait accepté, à l'instigation d'Elisabeth Guigou, de revoir son protocole d'entraide judiciaire entre les deux pays en renonçant à sa compétence universelle s'agissant du Maroc. Et 3 ans plus tard, Abdelatif Hamouchi se voyait dérouler le tapis rouge à l'Élysée et il était décoré de je ne sais quel degré dans la Légion d'honneur. Donc je crois que ça doit aussi nous interpeller sur le type de rapport que la France entretient avec ce régime dictatorial. Merci beaucoup, Rosa. Rapport. Oui, René, en fait, on peut se poser à peu près la même question que vient de poser Rosa à propos des rapports franco-israéliens dans cette affaire. Parce que quand on y regarde de près, c'était un peu la question que je voulais te poser. Merci. Ce développement du commerce du logiciel Pegasus correspond, date pour date, au redéploiement des relations internationales de l'État d'Israël sous Netanyahou, avec, de manière ouverte, ce qui existait avant de manière couverte, c'est-à-dire des relations avec des régimes de caractère autoritaire, voire dictatoriaux, qui n'étaient pas assumés tels que par les gouvernements précédents, mais qui, avec le nouveau gouvernement d'Union nationale de 2015, de droite et d'extrême droite, sans autres forces politiques à l'intérieur, devient, voilà. Et alors, enfin, moi qui suis un très mauvais esprit, j'ai très mauvais esprit, je me dis, au fond, qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour rendre des relations très étroites avec des pays que de tricoter ensemble cette menace sécuritaire barbare dont parlait Edoui. Ça m'a rappelé que, par exemple, un petit État comme la RDA, je ne compare pas, mais à l'époque, sa manière d'avoir une influence sur toute une série de pays d'Afrique et d'ailleurs, c'était à travers la Stasi et sa section extérieure et l'ensemble de l'appareil sécuritaire. Donc je trouve quelque part, il y a une question qui dépasse Pegasus et qui rentre dans jusqu'où ces dirigeants israéliens sont prêts à aller pour imposer une certaine forme d'influence sur des États devenus amis. Tu as un très mauvais esprit, mais tu as un très bon esprit en même temps. Très bien analysé. Avant de passer à la partie qui me revient, je voudrais préciser juste un point sur le danger de Pegasus qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure. C'est que certaines versions de Pegasus ont la particularité de transformer le téléphone en micro. En caméra. Et en caméra. C'est-à-dire que votre téléphone, celui d'Edoui, qui est posé ici, plus maintenant. Enfin, il aurait pu l'être. On espère. Celui d'Edoui pourrait enregistrer ce qui se passe ici et le faire entendre à ceux qui écoutent de l'autre côté.
sans qu'on le sache. Et n'importe quel téléphone peut être utilisé de cette façon-là. Et votre téléphone chez vous peut être utilisé pour écouter ce qui se passe chez vous. Dans le système grâce au système Pegasus. Voilà, c'est une précision que je voulais apporter parce qu'on n'en avait pas parlé. Maintenant, comme vous le savez, il y a une très grande intimité en Israël entre le gouvernement, le pouvoir politique et le pouvoir militaire, à tel point que les militaires deviennent ministres facilement, deviennent premiers ministres même. On ne va pas énumérer la liste des premiers ministres qui ont été des militaires, ni des ministres, parce que là, ça serait vraiment interminable. Mais il existe le même genre d'intimité entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire, et entre le pouvoir militaire et le pouvoir économique. Il y a des tas de boîtes en Israël qui ont dans leurs états-majors pratiquement autant de militaires que le gouvernement israélien administre. Ça se fait comme ça, c'est comme ça marche comme ça. C'est un système qui fonctionne de cette façon-là. Et ça fonctionne encore mieux dans les unités, dans les militaires qui viennent des unités de renseignement. Comme vous le savez, les services de renseignement israéliens ont une réputation assez grande, pas toujours méritée, mais pas assez grande dans le monde. Les gens préfèrent avoir, les gouvernements qui veulent avoir plus près, des conseillers sont contents d'avoir des... Ah oui, ça marche mieux. Ils sont contents d'avoir des conseillers militaires ou des conseillers de renseignement israéliens. Et les Israéliens sont très très contents de pouvoir vendre ce service-là à travers le monde. Il y a très peu de gouvernements peu respectables à travers le monde qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas eu envie ou qui n'ont pas eu effectivement des conseillers en espionnage ou en sécurité ou en cybersécurité israélien. Dans le cas de NSO, ça pose un cas très intéressant. NSO, c'est une grosse société, c'est probablement la plus grosse société en Israël de cybersécurité. Elle a été fondée dans la fin des années 90, début des années 2000. Elle a été fondée en fait en 90. La première unité de NSO a été fondée en 90, puis ensuite s'est développée en 2010, comme tu l'as signalé, Louis. Elle a été fondée en grande partie par des officiers qui sortaient des services de renseignement militaire, et en partie d'une unité de services de renseignement militaire qui s'appelle l'unité 8200. Pour bien mesurer tout ça, il faut que je vous raconte un peu comment sont organisés les services de renseignement militaire israéliens. Les services de renseignement militaire israéliens sont divisés. Il y a une très grosse unité. C'est la plus grosse unité de l'armée israélienne, les services de renseignement. Hein. C'est une unité qui a à peu près entre... je ne peux pas vous dire de bêtises, j'ai regardé mes chiffres. Entre 5 000 et 10 000 hommes. C'est une unité énorme, les services de renseignement militaire. Cette unité des services de renseignement a pour cœur une très grosse unité qui s'appelle l'unité 8200. Cette unité 8200, elle a plusieurs milliers de soldats, dont au minimum 5000 en active. Il y a 5000 soldats pour du renseignement. Le travail de ces soldats, c'est de faire du renseignement électronique, c'est-à-dire de faire de l'écoute téléphonique, hertzienne, etc. C'est aussi de concevoir des systèmes d'écoute. Ils ont des bases multiples à travers l'État d'Israël, ils en ont une douzaine, et ils constituent à eux seuls 80% des forces de la sécurité militaire israélienne, les gens de cette unité 8200. Une des autres, on va en parler après, une des autres unités de service de renseignement militaire sont l'unité 9900. Cette unité elle a une particularité extraordinaire, c'est qu'elle analyse des images satellites, les images qui sont prises par les avions, les images des avions d'observation, ou les drones d'observation, ou les ballons d'observation. Il y a toujours, quand vous êtes à Gaza, on voit toujours des ballons qui se baladent au-dessus de Gaza, des ballons d'observation. Ces systèmes d'observation fournissent des images qui doivent être analysées pour être interprétées, pour fournir des renseignements militaires. Il se trouve que cette unité est l'unité militaire dans le monde entier qui doit employer le plus d'autistes. Parce que les services de renseignement israéliens ont découvert que les autistes avaient une capacité d'observation remarquable qui est plus grande que celle d'un ordinateur. C'est-à-dire que si vous promenez des images qui viennent de prises par un avion, hier, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 6 mois, il y a 5 ans, devant un ordinateur, il va peut-être détecter quelques différences. Si vous les promenez devant un autiste, il va les détecter immédiatement. Parce qu'ils ont une capacité d'observation remarquable, extraordinaire. Donc les Israéliens ont embauché dans cette unité 9900 à peu près entre 800 et 900 autistes au minimum, qui sont au travail tout le temps, et qui sont une espèce de service spécial de cette unité.
Une autre unité de cette grande unité israélienne, c'est l'unité 504, qui utilise des agents à l'extérieur, dans les pays voisins, qui est chargé de ramasser des informations sur les pays arabes. C'est essentiellement de l'écoute téléphonique, de l'écoute radio, de l'écoute des communications locales et de l'infiltration. Et la dernière unité, qui est l'unité 81, elle a été créée à peu près en même temps que l'État d'Israël. Et c'est un peu une unité qui ressemble aussi, vous savez, quand vous avez vu les James Bond, il y a un mec qui fabrique des bagnoles bizarres, des armes bizarres, etc. L'unité 81, c'est la même chose. Elle fabrique des systèmes de sécurité, des armes spéciales, des systèmes d'écoute, des systèmes de communication extraordinaires qui sont utilisés par les services spéciaux israéliens et par les unités spéciales. La particularité de l'unité 8200, c'est que elle a, parmi ses soldats, des quantités de gens qui sont des geeks, qui sont très très bons informaticiens. Ils l'étaient déjà avant d'entrer dans l'armée, qui ont été repérés et qui ont été amenés là pour ça. Et là, ça pose un autre problème, et ça m'amène à vous donner une autre information qui est assez amusante. C'est que l'armée israélienne, en fait, cette unité 8200, elle est l'unité de formation. C'est une université de l'espionnage industriel, mais de l'espionnage du cyberespionnage. À un point tel que les soldats qui veulent réussir dans la vie et gagner du fric, qui savent qu'ils veulent devenir, par exemple, des chercheurs dans une unité dans une entreprise de fabrication de logiciels de sécurité, ils cherchent à entrer dans l'unité 8200, parce que c'est là qu'on reçoit la meilleure formation. C'est quand on sort de l'unité 8200 qu'on obtient les meilleurs jobs dans les entreprises. Donc, il y a en Israël des entreprises privées, des écoles privées, qui fabriquent des cours spéciaux pour les futurs conscrits qui vont entrer dans l'armée. Avant de faire leurs 30 mois de service militaire, ils font 1 an ou 2 dans des écoles comme ça, pour obtenir une formation qui va leur permettre de venir au centre de sélection en disant « Moi, vous savez, je suis un très bon geek, je suis formidable, je suis brillant ». Avec beaucoup de chance, ils vont entrer dans l'unité 8200. Quand on sort de l'unité 8200, on a déjà un atout formidable, c'est qu'on va gagner entre 4 et 10 fois plus que le salaire moyen israélien, où qu'on soit, dans quelque entreprise qu'on soit. Il y a même des cas où ça forme des journalistes, je crois. Hein, il paraît, oui, ça forme des journalistes. Il semble. Pas mauvais journalistes, mais ça les forme. Il y en a même qui s'en vantent. Il en a même fait un roman, donc il faut le dire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette unité 8200, ses liens avec NSO sont continus. C'est-à-dire que tout progrès qui est fait dans l'armée, et l'armée a des moyens de recherche extraordinaires, parce qu'elle a tous les moyens possibles, financiers, matériels, humains, techniques, qu'ils ont fournis par le budget de l'État pour travailler. Tout progrès qui est accompli par l'unité 8200 est pratiquement tout de suite transmis à la NSO. Parce que les liens entre NSO et 8200 sont pratiquement naturels. Les gens sont à la fois les anciens de 8200 et les nouveaux de NSO. Et certains de NSO sont en lien constant avec 8200. Ce qui est étonnant aussi, c'est que... Attendez, je cherche mes notes pour ne pas vous dire. Voilà. Oui, ce qui est étonnant aussi, c'est que cette unité 8200, pour l'instant, n'a pas été considérée comme une unité particulièrement suspecte. C'est-à-dire, on s'intéresse à NSO, c'est l'entreprise qui vend Pegasus, et l'unité 8200 n'est pas considérée comme suspecte, elle est considérée comme une unité de renseignement normale. Et il y a des agents de renseignement ou des militaires de renseignement d'autres États qui vont visiter Israël, qui vont serrer la pince aux gens de la 8200 comme si c'était des gens normaux qui font leur travail normalement. Un point sur lequel je voulais insister avant de passer à un autre truc que je voulais vous raconter qui est assez amusant aussi, c'est que... Allez, que je retrouve ça. Voilà, oui. Oui. Le matériel de la 8200 qui est passé à NSO, donc les recherches qui ont été faites par NSO et les produits qui sont fabriqués par NSO, comme Pegasus, ils sont utilisés, et ça c'est le point essentiel, Edoui et Dominique en ont un peu parlé tout à l'heure, mais c'est capital. C'est pour ça que je voulais insister. Ils sont utilisés comme un argument de vente des relations avec Israël quand on cherche à établir des relations avec de nouveaux États.
par exemple, dans la campagne de normalisation, comme les Israéliens l'ont appelé, de leurs relations avec les États arabes voisins ou non voisins, la promesse de vente de Pegasus s'est traduite par des relations qui ont été signées tout de suite. Parmi ces États, il y avait le Maroc, évidemment, on en a parlé. Il y a aussi les Émirats arabes unis. Il y a aussi l'Arabie saoudite, Bahreïn et l'Arabie saoudite. Non, l'Inde n'a pas acheté ce système-là. Le Soudan en a acheté, oui. Le Soudan en a acheté. Parmi les autres pays qui en ont acheté, mais qui n'avaient pas signé d'accord particulier avec Israël, il y a donc, j'ai signé tout à l'heure, le Mexique et le Bangladesh, aussi la Chine, l'Indonésie et le Vietnam. Et l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, oui, c'est vrai. Oui, il y a l'Inde aussi. C'est fait maintenant? Je n'étais pas sûr. Pour le Mexique, il y a une histoire que je vais vous raconter qui est assez intéressante. Après, je passerai à une autre. J'ai deux petites histoires à vous raconter qui sont intéressantes. Pour le Mexique, il y a un gouverneur d'un État mexicain, je cherche le nom, il s'appelle M. Tomás Zorón de Lucio. Il est soupçonné dans son pays par les magistrats d'avoir été impliqué dans l'enlèvement et l'assassinat de 43 étudiants en 2014. Ce gouverneur d'un État a fui le Mexique après avoir été poursuivi. Et il est allé se réfugier où? En Israël. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, il avait fait acheter par le Mexique, pour le prix de 32 millions de dollars, Pegasus. L'autre histoire que je vais vous raconter, qui est du même acabit, qui est peut-être plus intéressante, peut-être même plus grave encore, c'est la suivante. C'est une histoire qui n'est pas très connue. Je ménage le suspense. Pegasus, l'affaire Pegasus est sortie en juillet. À ce moment-là, on a appris qu'il s'était passé dans le mois de mai un événement étrange en Israël que très peu de gens connaissent. Dans une prison israélienne, un officier de l'armée qui appartenait précisément à l'unité 8200 a été découvert mort dans sa cellule. Ce qui est étrange, c'est qu'il a été découvert mort. Il avait été arrêté en septembre 2020. On ne savait pas très bien dans quelle prison il était. Il avait fait plusieurs prisons. Il était dans sa cellule sous une inculpation qui était très étrange, parce qu'elle était inconnue. On n'a jamais révélé pourquoi il avait été emprisonné. On n'a jamais révélé pourquoi il avait été arrêté. On n'avait jamais révélé pourquoi il avait été gardé. Et comment il est mort? Et comment il est mort? Comment il est mort, c'est très intéressant parce que on l'a découvert mort. Il a été amené à l'hôpital. Il est mort en arrivant à l'hôpital. Il était sous surveillance dans une cellule très moderne, c'est une prison très moderne dans laquelle il était. Le gouvernement a refusé de rendre public les bandes de surveillance de la caméra qu'il surveillait. Et son cas est tellement secret qu'on n'a même pas le droit de dire son nom. On ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il s'appelle le soldat T, c'est la première initiale de son nom. Les journaux n'ont pas le droit d'en parler. Les journaux israéliens n'en ont jamais parlé. Les journaux israéliens n'ont pas le droit d'en parler. L'affaire est sous censure absolue. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi ce soldat est mort, comment il est mort, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que le chef d'état-major de l'armée, qui s'appelle Aviv Kochavi, qui a été pendant un certain temps le patron du service de renseignement israélien, a parlé du soldat T, lui. Il a expliqué pourquoi le soldat T avait été mis en prison. Et c'est très intéressant ce qu'il a dit. Je vais vous le dire. J'ai les citations. Voilà. Il a été mis en prison, bien qu'il n'ait été accusé ni d'espionnage, ni de trahison, ni été... Ça, c'est le seul général qui parle. Hein. Il parle d'un type qui est en prison, qui est mort.
Il a été en prison parce qu'il n'a été ni accusé d'espionnage, ni accusé de trahison, ni de contact avec des agents étrangers, ni d'avoir agi pour le compte d'agents étrangers. Simplement, on sait qu'il a été arrêté en septembre 2020 en raison des dommages, voilà encore les propos du général, des dommages qu'il pouvait provoquer dans le domaine de la sécurité nationale. Voilà. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que maintenant, on ne sait toujours rien. Sa famille a été priée de prendre un avocat spécial pour s'occuper de cette affaire. L'avocat, c'est un ancien procureur militaire. Donc il va garder sous le secret cette histoire le plus longtemps possible. D'autres avocats se sont penchés sur le cas. J'ai été en contact avec eux et on n'arrive pas à savoir d'abord de quoi est mort le soldat. Les analyses de son organisme qui ont été faites, une partie des prélèvements qui ont été faits ont été transportés aux États-Unis pour être analysés dans un laboratoire américain à la demande de ses parents qui ne croyaient pas à la thèse du suicide. Et on n'a toujours pas le résultat des analyses. Les Américains ne les ont pas rendus. Les Israéliens ne veulent pas non plus rendre publics les résultats des analyses qu'ils ont faites eux-mêmes. Pourquoi je vous raconte cette histoire maintenant? Parce que parmi les amis de Soldaté, il y en a un certain nombre qui pensent que le Soldaté était peut-être l'un de ceux qui ont rendu public l'existence de Pegasus. Alors, est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a été liquidé parce qu'il avait été trop loin, parce qu'il était dangereux, ou parce qu'il peut-être pouvait être considéré comme un risque pour l'armée, parce qu'il était encore dans l'armée, il était sergent-chef, je crois. On n'en sait rien. Simplement, ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que la presse israélienne, même la presse de très bonne qualité, n'arrive pas à avoir d'informations sur cette affaire. Et on ne sait toujours pas de quoi est mort le Soldaté, pourquoi il est mort, et si c'était lui qui avait proposé à des gens d'une organisation de défense des droits de l'homme, par exemple, de leur raconter l'histoire de Pegasus. Voilà. Ça, c'était pour vous dire à quel point l'affaire Pegasus est complexe, à quel point elle implique le pouvoir politique israélien, pas seulement le pouvoir économique, mais le pouvoir politique israélien, de façon très active dans cette affaire. Est-ce que on peut dialoguer juste un tout petit peu pour... D'abord, cette pratique du secret n'est pas nouvelle. Non. Les affaires d'espionnage, elle est constante. Un technicien du nucléaire qui s'appelait Vanunu, qui Absolument. s'appelle toujours Vanunu d'ailleurs, s'est retrouvé pendant 18 ans en prison. Au départ, personne ne savait qui c'était, pourquoi, comment. Finalement, il y a eu un procès, il a été nommé. Oui. Il est sorti de prison, ayant fait sa peine, 18 ans. La cause était qu'il avait révélé dans un interview au Sunday Times la réalité du programme nucléaire israélien, qui est un secret de polichinelle que Absolument. tout le monde connaît. Mais je signale qu'il est toujours, bien qu'ayant fait sa peine, victime d'une interdiction totale de communication et de sortie à l'étranger. Le voyage, oui. Deuxième exemple, bien connu aussi maintenant, le grand-père de Yann Brossat, maire adjoint de Paris, chargé du logement, qui, pendant des années, était dans une prison n'étant pas une prison. Son nom n'était pas connu. Il a fallu des années pour qu'on le connaisse. Edoui connaissait, je crois, sa fille, enfin la mère de Yann, Kleinberg. Et donc, finalement, il a été libéré parce qu'il était très malade. Il est mort peu après. Mais il a passé sa vie en prison. Alors, on sait maintenant pourquoi, parce que les choses se sont connues. Il y avait là aussi une pratique du secret total. Troisième remarque qui me paraît très importante pour comprendre ce que tu as dit. Israël est devenu un des pays les plus en pointe, en général, sur le high-tech. Pas seulement le high-tech sécuritaire, le high-tech en général. Et ça, depuis la fin des années 90. Absolument. La raison de ce succès, c'est que les militaires formés dans l'armée au high-tech, à leur retraite, qui est très tôt, comme on sait, créent des entreprises comme celle-là. Comme celle-là. Mais il n'y a pas que NSO, il y a des centaines et des centaines et des milliers d'entreprises qui ont été créées par des militaires. Le Premier ministre, d'ailleurs, a créé une entreprise de sécurité. Voilà. Qu'il a revendue aux Américains, très cher. Et le fric qu'il en a récupéré lui a permis de faire campagne pour devenir Premier ministre, ce qui a marché. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, globalement, d'après les chiffres qui sont disponibles, que j'ai eus il n'y a pas encore très longtemps, on estime à 80% le pourcentage de militaires dans les entreprises de high-tech qui ont été créées depuis les années 90. Edoui et Rosa, oui. Rosa. Peut-être juste un mot.
s'agissant de ce jeune officier, on n'est pas soumis à la censure israélienne. Bon, il s'appelle Tomer Hayges, et c'était vraiment un gamin, quoi, on peut dire ça comme ça. Non, je voulais moi aussi vous raconter une histoire amusante qui montre à quel point on est avec cette affaire dans les entrelacs de l'industriel, du politique, du diplomatique. Les histoires amusantes ne sont pas très amusantes quand même, hein, franchement. Celle-là, elle est assez amusante. Il y a quelques années, je me trouvais à la rédaction de l'Humanité avec mon confrère Hassan Zerouki, qui est à la retraite maintenant, et qui avait signé un papier sur le film produit par Javier Bardem, Les Enfants des nuages, qui évoquait le peuple sahraoui. Et il a reçu un coup de fil de l'ambassade de France à Washington, donc d'une assistante de l'ambassadeur, lui demandant de retirer une citation tirée du film. Dans ce film, il est raconté que l'ancien ambassadeur de France au Maroc, Gérard Haro, qualifiait le Maroc, comparait le Maroc à une maîtresse que l'on n'aime plus, mais bon, qu'on est bien obligé de supporter, ce qui est d'une élégance rare. Et donc, Hassan avait cité cette phrase prêtée à Gérard Haro, donc cet ambassadeur. Voilà. Et donc, vraiment, enfin, c'était des pressions en lui intimant de faire effacer cette phrase du site internet, etc. Bon, il a fini par s'énerver, par leur dire que c'était pas son problème s'il n'était plus invité à la Mamounia. Bon, bref. Et on découvre qu'effectivement, Gérard Haro était à ce moment-là ambassadeur à Washington et il avait fait appeler. Et ce fameux Gérard Haro, on le retrouve chez NSO au moment du scandale Pegasus. Il avait, je crois, démissionné quelques semaines avant. Il s'occupait de la déontologie et des droits humains chez Pegasus. Et ce monsieur fait maintenant l'objet de vérification de la part de la haute instance pour la transparence de la vie publique. Et il a fait l'objet aussi d'un signalement auprès du procureur pour intelligence avec une puissance étrangère. En fait, il a aussi été ambassadeur en Israël. Oui, c'est lui qui a signé l'accord sur le tramway avec Ariel Sharon à l'époque. Le monde est petit. Et il est chroniqueur au Point. Voilà. Mais il est devenu un homme tout à fait respectable qui défend les valeurs humanistes. Voilà. C'est ça qui est formidable, les gens évoluent. Pour revenir par rapport à tout ça, comment dire, je pense que quand tu as fait cette résonance avec la RDA, je pense que vraiment, Israël, c'est un État sécuritaire qui est culturellement, pour moi, en termes de culture d'État, construit dans une tradition, je peux surprendre peut-être une partie de l'Assemblée, qui est une tradition soviétique de ce point de vue. C'est-à-dire les organes, comme on disait dans la tradition soviétique, sont au cœur de l'appareil d'État, de la culture étatique, des carrières d'État, des promotions, du système, on disait, militaro-industriel. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est au cœur de la façon dont cet État s'est créé à l'origine. Ça a à voir avec la colonisation, mais ça a à voir aussi avec le contexte de création de l'État, la culture de ces élites. C'est d'ailleurs comme ça que Klingberg, qui a une dette à l'égard de l'Union soviétique, se retrouve dans les élites travaillistes et fait sa carrière d'agent secret, pas d'agent de conviction. Hein. Lui, ce n'est pas un agent étatique envoyé comme ça, c'est un agent de conviction. Voilà, il a été sauvé du génocide par l'Union soviétique. Il y a trouvé une fraternité dans l'armée rouge et du coup il rentre dans les élites de l'État d'Israël. C'est important de dire ça parce que tout ce fonctionnement qui caractérise et dont on le retrouve d'ailleurs d'autres formes de dégénérescence dans la politique russe, qui aujourd'hui a une politique diplomatique qui passe par des mercenaires, par la fameuse société Wagner. Hein. C'est un bras armé privé de l'État russe, lequel État est aussi dirigé par des gens qui ont un rapport ancien avec l'appareil de renseignement. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous, par rapport à la panade dans laquelle notre siècle a commencé, doit nous faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une culture démocratique, qu'est-ce que c'est qu'une culture étatique, parce que l'enfer est de ce point de vue pavé de bonnes intentions, hein, voilà. Et je dis vraiment, il y a quelque chose de très particulier qu'on le retrouve là. Alors en plus, quand là-dessus arrive la financiarisation de la société, parce que ces techniques numériques sont aussi des techniques qui sont celles de la finance. Hein.
avant d'être dans la surveillance, rappelez-vous comment la spéculation financière, des mathématiciens étaient très diplômés, étaient pris de Normal Sup pour aller dans la banque et faire c'est l'affaire Kerviel, c'est-à-dire faire des spéculations en nanosecondes à toute vitesse, jongler avec des milliards, etc. Et donc on est au cœur d'un vrai défi de notre siècle, c'est comment retrouver une souveraineté qui n'est pas seulement une question de souveraineté populaire nationale, mais une souveraineté démocratique par rapport à ces instruments de surveillance. Est-ce que tu permets, Edoui, juste pour ajouter, c'est pas pour Kleinberg, il est mort, voilà, mais il faut comprendre qu'au moment où il trahit, ce qu'on estime une trahison, les rapports entre Israël et l'Union soviétique sont très étroits. L'Union soviétique vient de permettre aux forces juives de l'emporter dans la guerre de 48. Il y a des relations, y compris entre les services. Pour moi, il ne trahit pas. En fait, non. Ça, c'est je n'ai pas de jugement moral là-dessus. Non. Mais on est dans une période où le lien entre l'Union soviétique et Israël est tellement fort que, je veux dire, on peut tout à fait comprendre comment un scientifique, à un moment donné, considère que ça n'est pas une trahison. Voilà. Donc, et alors, ça rajoute un peu à ce que tu dis, parce que souvent, on dit qu'il y a eu des parallèles entre l'Israël du début et l'Union soviétique, pour des tas de raisons, mais aussi parce qu'il y avait cette intimité-là de combat en 48, c'est-à-dire sans, Ben Gourion l'a écrit, sans les armes soviétiques, sans les troupes, c'est-à-dire tous les juifs communistes d'Europe de l'Est qu'on a transférés vers Israël, qui ont combattu avec les forces juives, Israël n'existerait pas, en tout cas n'aurait pas vaincu aussi facilement. Donc il y avait à l'époque beaucoup un entrelac. Mais je voulais juste faire, pas de problème là-dessus, je voulais juste montrer comment il y a une culture qui s'est installée et qui évidemment, avec les défis dits sécuritaires, font que c'est pas seulement l'obsession sécuritaire et la colonisation, c'est une culture étatique qui fait que on est au cœur. Et entre nous voyons bien que les enjeux des crises dans nos pays est aussi comment faire du sécuritaire la norme totale de la politique. Dans le cas de Kingberg, bon, je ne sais pas, l'histoire peut-être un jour le dira, c'est-à-dire que Kingberg, en fait, lui, il était... On a parlé de l'unité 8200, 8200, mais Kingberg, et au passage, donc il y a un roman, un polar à clé qui est fait par l'actuel directeur de Libération, de Valfond, qui a été officier dans cette unité, qui vous raconte et qui est un très bon polar, et on voit l'unité avec et c'est un roman à clé, puisque c'est un roman anti-Netanyahou, sur le fait que dans l'unité on arrive à avoir des infos sur le lien de Netanyahou avec de grands criminels israéliens et comment certains anti-Netanyahou au cœur de l'appareil se disent avec cette info on va le faire tomber et puis après ils n'y arrivent pas, enfin bref, voilà. Mais dans le cas de Kingberg, j'ai fait le premier papier à outan dans une grande page dans Le Monde. Kingberg a été le masque de fer de l'État d'Israël, c'est dire ça, parce qu'il était au cœur des élites anciennes et au cœur d'un immense secret qui n'est toujours pas dévoilé, c'est Dimona, c'est-à-dire c'est le centre de recherche qui travaille sur d'autres types d'armes, les armes bactériologiques, les armes chimiques, ces armes qui donnent des versions complotistes sur les virus quand ils circulent, qui sont là. Et au fond, ce secret-là, il l'a gardé, puisque voilà, tout ça n'est pas sorti, tout ça est là, et il a quand même fait un livre. Il n'est pas mort tout de suite après sa sortie de prison, puisqu'il a eu le temps de faire un livre, il a eu le temps de mourir à Paris, de vivre avec sa fille, Sylvia Kingberg, et son petit-fils. Pour ça et son petit-fils, je pense que même y compris dans l'itinéraire personnel de Yann Brossa, c'est une histoire, il l'a raconté dans un livre qui pèse, puisque tout jeune, il a, dans ce contexte, appris l'hébreu, et il allait voir son grand-père
sous fausse identité dans une fausse prison, cet endroit où il était, et où d'ailleurs on sait aujourd'hui que probablement la femme de Kingberg, que Kingberg a protégée, c'était un couple qui faisait, c'est pour ça que j'ai pas dit la trahison, c'est du point de vue de l'autre État, mais c'était d'une certaine manière des militants. Ils faisaient un travail de conviction, même si ils l'ont peut-être fait pour de salopards, de bureaucrates qui ont produit Poutine. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Mais en effet, cette histoire Pegasus, de ce point de vue, est passionnante. Et encore une fois, je le redis, l'enjeu, le silence des États doit se traduire à l'inverse par une mobilisation de la société. Au fond, c'est quand même toute cette histoire dramatique sur le numérique. Il faut savoir que quand même le dernier acte public véritable d'Assange, ça a été un livre d'alerte, lui qui avait montré les potentialités démocratiques du numérique, d'alerte sur la surveillance. Depuis, il est aujourd'hui, comme Chelsea Manning et comme Edward Snowden, un martyr, enfin surtout lui et Chelsea Manning. Et Snowden a continué, et continue, et tient bon, il tient ferme, tout en étant un peu en otage en Russie. Et là, on est devant quelque chose qui nous met quelque chose qui est un immense défi démocratique. Ce qui me rassure, encore une fois, c'est l'image de chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire qu'ils peuvent accumuler toutes sortes de données, mais au bout d'un moment... mais vous voyez bien que c'est au cœur... vous voyez bien que la police administrative, le passage à la police administrative, c'est ce que nous vivons, d'état d'urgence en état d'urgence. La police, sous le contrôle d'un juge, est remplacée par une police qui est contrôlée par l'État, puisque le juge administratif, c'est l'État. Donc c'est l'État qui se contrôle lui-même. Et le passage à une police administrative, c'est comme ça que se met en place, de manière très quotidienne, une sorte de contrôle étatique sans contre-pouvoir, sans un juge indépendant qui peut contrôler. Et donc c'est l'habitude. Montre-moi ton passe, montre-moi, voilà, et je te fiche, et je peux te ficher, etc. Et là, nous sommes devant un enjeu immense. Jérôme Mourdeau, ainsi qu'un avocat Jérôme Mourdeau de Mediapart vient de sortir un livre là-dessus. Il y a toute une littérature. Le vrai problème, c'est encore une fois la faiblesse du discours politique là-dessus. Sur la commission consultative des droits de l'homme a écrit des choses formidables. Le défenseur des droits a écrit des choses formidables. Et là, on a toute une littérature qu'on ne trouve pas dans les partis politiques, qu'on ne trouve pas de manière très insuffisante, alors que c'est une question... Voilà, il ne faut pas qu'on soit sous le panoptique de l'État. Et le numérique permet un panoptique total. Et libre, c'est vivre en secret. Il faut pouvoir vivre en secret. Il faut pouvoir être à l'écart du regard de l'État. Et là, il y a vraiment un enjeu démocratique essentiel. Mais pardon, je suis trop long. Alors, voilà. Donc, on va maintenant passer à la seconde partie de l'exercice, c'est-à-dire vous permettre, vous aussi, de prendre la parole, soit pour des informations supplémentaires, des questions qui vous soucient, ou pour des opinions aussi sur cette situation. Parce qu'elle est quand même assez nouvelle. Il y a des choses qui sont qualitativement nouvelles, même s'il y a, comme tu dis, une longue tradition dans tout ça. Alors, juste une remarque. Comme vous le savez, il faut parler dans le micro, pas pour vous enregistrer, mais pour que la vidéo puisse être compréhensible pour ceux qui la verront ensuite. Donc, s'il vous plaît, vous attendez que vous ayez le micro. Et je dois vous tenir le micro aussi. Et c'est elle qui va vous tenir le micro. Et vous devez garder votre masque. Voilà. Il faut garder le masque, voilà. Leïla, tu voulais dire un mot? Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on tienne. Décidément, ça, c'est un autre désastre. C'est pas grave. De celui-là. Merci. C'est fascinant et c'est effrayant. Qu'on vient d'entendre, qu'on a lu depuis le début, c'est encore plus grave que ce qu'on a lu. Mais je voudrais demander une question très spécifique à Edoui. Comment tu expliques le silence de l'État français, des instances françaises, la disparition du procureur, du juge, de l'avocat? Je veux dire, est-ce qu'il croit qu'on peut vraiment comme ça mettre sous le tapis toute l'histoire?
le nombre de personnes concernées. D'ailleurs, à ma connaissance, je ne sais pas, Rosa, si le Maroc a envoyé sur des personnes qui ont traité du sujet Maroc, à part en France, les journalistes qui se sont occupés, à part vous, parce que les Anglais, par exemple, ils les ont mis sur la liste de Pegasus, ou c'est principalement seulement en France. Et donc la France est très concernée, ça veut dire exactement comme le Maroc, les pays du Golfe sont les collaborateurs les plus significatifs parce qu'il y a en contrepartie la normalisation. La France est le pays occidental qui est le plus impliqué parce qu'on recherche ses citoyens, ses journalistes, ses ministres, son président. Et il n'y a pas de réaction. Alors, en dehors de nous, il y a évidemment de très nombreux journalistes marocains qui sont la cible de Pegasus, des journalistes marocains en exil aussi, en France et en Espagne. Et peut-être un mot sur pourquoi est-ce que l'État français ne dit pas grand-chose. Je crois, encore une fois, qu'il y a des intérêts enchevêtrés entre l'État, les entreprises françaises et la monarchie marocaine qui expliquent cette complaisance, cette compromission qui va extrêmement loin. Là, on est à quelques jours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui est censée renouveler le mandat de la MINURSO, la mission onusienne au Sahara occidental. Il y a quelques années, c'était, je crois, une proposition américaine. Il était question d'étendre le mandat de cette force onusienne au monitoring des droits de l'homme. Eh bien, la France, au Conseil de sécurité de l'ONU, s'y est opposée. Et donc, c'est vraiment une fidèle alliée de la monarchie marocaine, mais ça, c'est historique. On peut remonter extrêmement loin, y compris à la colonisation. Si on prend, par exemple, la guerre du Rif, quand Abdelkrim lance son insurrection, qui est la première grande insurrection anticoloniale dans la région, la première guerre, en tout cas, parce qu'il y a eu d'autres grandes insurrections, en fait, le roi du Maroc, donc l'arrière-grand-père de Mohamed VI, se range du côté de Pétain et Franco. Et il est invité sous l'Arc de Triomphe à Paris pour célébrer la victoire sur les insurgés du Rif qui réclamaient leur indépendance. Donc je crois que c'est une très très vieille histoire qui plonge ses racines dans le type de rapports coloniaux qu'entretenait la France avec la monarchie marocaine, qui s'est poursuivi par la suite, et que la France est dans la préservation d'un certain nombre d'intérêts économiques, d'intérêts politiques dans la région, et ça explique cette alliance qui est à l'origine de compromissions aujourd'hui inadmissibles parce qu'elles mettent en cause très gravement un cadre démocratique et un cadre de souveraineté. Mais quand même, Rosa, j'entends bien la continuité. Mais après, il y a la dignité ou l'absence de dignité des responsables français. Parce que quand Hassan II fait enlever Ben Barka par Oufkir et ses sbires, et que l'affaire éclate, De Gaulle rompt. De Gaulle rompt, je ne veux pas parler ici dans des termes grossiers, mais il a des termes très grossiers pour parler de Hassan II, qui ne doit plus revenir en France. Et il y a une période où la dignité de l'État français fait qu'on n'accepte pas ce genre de situation. Visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Hein, on n'a pas... Enfin... Non, pas sans micro. Je voulais signaler que Dupond-Moretti a été l'avocat du roi du Maroc. Oui, bien sûr. Nous l'avons rappelé. Nous avons rappelé ce conflit d'intérêts total, mais qui est un des multiples conflits d'intérêts de Dupond-Moretti, qu'il a été, y compris dans une affaire assez sombre où ils ont piégé, mais ils y ont mis du sien des journalistes. Voilà, en essayant leur disant si voilà, mais bien sûr qu'il est, c'est parmi les multiples. Mais comment dire ce que quand tu dis De Gaulle, etc. Bon, comment dire, j'allais dire, tu parles du nous cette auteure, il y a longtemps qu'elle a disparu, hein, et qu'elle n'est plus au rendez-vous. La dignité, tu veux dire. Oui, cette auteure de principe, un peu, voilà, ça n'empêchait pas de savoir qu'il y avait une part d'ombre. De Gaulle, voilà, mais parfois d'avoir un peu de principe comme ça. Mais je crois là qu'il y a, pour répondre à la question de Leïla, il
nous avons porté plainte. Nous ne sommes pas les seuls, l'humanité, etc. Donc, de toute façon, au bout du compte, le parquet, là, le procureur, il se trouve que le procureur de la République de Paris vient seulement d'être remplacé, en fait, ça, indépendant de Pegasus. Ce qui est mystérieux, c'est pourquoi le commissaire qui était très allant, mais il y a peut-être eu un problème interne à l'unité de police que je ne connais pas, pourquoi les parquetiers spécialisés viennent de changer, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a une nouvelle, il y a une sorte d'immobilité actuellement, hein. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de nouvelles du côté du parquet. Mais au bout du compte, il faudra bien qu'on en ait, puisqu'il y a une plainte, il y a eu des auditions, et on verra. La question, c'est est-ce que le parquet, qui est dépendant du pouvoir exécutif, classe sans suite en disant je ne peux pas établir quoi que ce soit, il y a un délit, mais je ne peux pas établir qui c'est, ou est-ce qu'il fait ce qu'il aurait dû déjà faire, c'est-à-dire ouvrir une information judiciaire. Mais pourquoi le pouvoir? Parce que, comment dire, je peux le dire, nous avons pu écrire qu'il y avait 5 ministres par des sources du pouvoir. Et on ne le sait pas, c'est pas par la police qu'on l'a su seulement. Hein, on a pu le vérifier, le recouper. Donc il y a une énigme pour moi à ce stade. Et quand il y a une énigme, il faut faire aucun commentaire, il faut essayer de comprendre l'énigme. Il y a une énigme. Pourquoi, alors que ça se sait au cœur de l'État, alors qu'il y a cette ampleur qui est mystérieuse. Pourquoi le Maroc c'est beaucoup plus clair quand on voit ce qu'a fait l'État mexicain sur sa société. Pourquoi le Maroc a-t-il lui-même, puisque ces 1000 numéros français sont liés à un espionnage par Pegasus marocain, pourquoi le Maroc a-t-il fait ce truc tous azimuts sur la France? Est-ce que c'est une sorte d'histoire bureaucratique, genre on a un joujou qu'on a payé bien cher et on peut s'amuser avec et on y va, et puis si on regardait le téléphone du président français et si on regardait, etc. Possible, hein, ça peut arriver. Hein, là, il faut savoir quelle est la culture de renseignement, comment marche le service, est-ce qu'il est bien tenu, j'en sais rien. Il y a parfois il faut aussi penser à la... Rocard avait une bonne formule que nous, journalistes d'enquête, on doit avoir. Il disait parfois il faut pas oublier l'hypothèse de la connerie, quoi. Voilà, ça existe. Il n'y a pas que des hypothèses logiques, il n'y a pas que des hypothèses rationnelles, etc. Donc pour moi, il y a un mystère, c'est-à-dire que nous ça a fait bingo sur les dates, hein, bingo. Autrement, ça restait une énigme. Pourquoi le Maroc il se trouve que les dates ont coïncidé parfaitement notamment dans mon cas. Dans le cas par ailleurs, je pourrais dire ironiquement, il se trouve que je suis directeur d'un journal. Bon. Des journalistes sont espionnés. Je suis directeur d'un journal. On peut se dire qu'un journal reconnu, il y a un numéro de CPPAP, c'est pas n'importe quoi dans une démocratie. Il y a un journaliste qui s'est fait un petit peu, comme ça peut arriver à des journalistes dont on reconnaît le visage, un peu insulté par un passant, hein, il y a quelque temps, qu'il a fait savoir. Bon, ça peut arriver. On dit, voilà, moi ça m'est arrivé d'entendre un passant dire des choses pas sympathiques me concernant. Je continue et je n'en fais pas. Il se trouve que ce journaliste, c'était il y a un peu plus d'1 an, l'a fait savoir. Il a reçu un coup de fil de 3/4 d'heure du président de la République, qui s'appelle Éric Zemmour. Et pendant 3/4 d'heure, ils ont discuté. Moi, je peux dire que directeur de Mediapart, je n'ai reçu aucun coup de fil, ni de la ministre de la Culture et de la Communication, ni du Premier ministre, ni du Président de la République, ni d'aucun conseiller de la République, en disant, vous savez, le procureur de la République, c'est nous qui l'avons saisi, donc il a fait le geste de recevoir notre avocat, c'est très bien. C'est le même procureur de la République qui avait ordonné la perquisition à Mediapart, hein, dans le cadre de l'affaire Benalla. Bon, donc ça ne manquait pas d'ironie, mais moi, j'en n'ai rien à faire, hein, de ces représentations, mais je remarque, en termes de culture, que nous sommes dans de culture démocratique, nous sommes dans un pays où le président de la République peut appeler quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, a dit « Tiens, on m'a mal parlé », et il l'appelle pendant 3/4 d'heure, et ça fait les grands titres et tout. Et depuis, le journaliste explique dans un livre qu'il lui a vendu, et que l'autre lui a dit « Vous avez raison sur le grand remplacement, et expliquez-moi votre plan sur l'immigration ». On marche quand même sur la tête, hein, c'est grave. Et voilà. Et nous, on n'a pas reçu de message, on n'a rien reçu. Voilà, le pouvoir politique. Les seuls qui ont montré leur intérêt, c'est les policiers. Les policiers étaient très allants, très curieux, mais ils ont changé de service.
Est-ce qu'on peut... Juste un mot, quand même. Oui, Rosa. Sur le silence de l'État français, je pense aussi qu'il y a une forme d'énigme. S'agissant des journalistes et des opposants, il y a une vraie stratégie systémique, délibérée, de réduire au silence. Et donc, soit de faire peur, d'intimider de la part du pouvoir et des services de sécurité marocains. Je voudrais juste vous raconter un épisode. Alors que nous enquêtions avec Rachida El Azouzi de Mediapart sur cette affaire Omar Radi, c'était en pleine pandémie, on ne pouvait pas être sur place, on faisait des visioconférences avec nos sources au Maroc. Et lors d'une de ces visioconférences avec une source très importante, on a eu l'intrusion d'une personne qui n'était pas invitée dans cette visioconférence. Et c'était manifestement fait pour faire peur, pour faire pression, pour intimider. Il y a aussi la volonté de rechercher dans la vie privée des gens, un homme, une femme, c'est aussi un tas de secrets, d'aller chercher des éléments qui peuvent être utilisés, à partir desquels on peut broder des histoires, à partir desquels on peut fabriquer des mensonges, pour compromettre, salir, jeter l'opprobre et briser des réputations. Et ça, c'est une stratégie qui est de répression que le régime marocain, ces dernières années, a considérablement affûté. Excuse-moi, parce que ça c'est intéressant, même puisqu'ici on est dans un institut de réflexion. C'est intéressant parce que, en effet, les régimes autoritaires, ou ce régime d'ancien régime qui est la monarchie marocaine, faisaient de leurs opposants, aussi martyrs soient-ils, des opposants politiques. Donc avec le statut d'opposant politique, de prisonnier, machin. Et la technique de la compromission était une technique des systèmes totalitaires, hein, non pas de systèmes autoritaires ou démocratiques. Et d'ailleurs, qui a été très au cœur de l'ascension de Poutine. Poutine a joué là-dessus, les caméras sur des journalistes, sur des opposants, sur des magistrats, filmés dans des ébats, et tout de suite la vidéo se retrouve, se retrouve en ligne, et leur image et leur crédit étant atteint pour ça. Ce qui rappelle que quand on fait le type de métier qu'on fait, nous, même si, comme tu as dit, on a tous notre part de secret, on doit quand même, on doit essayer de ne pas mettre trop en péril par nos vies intimes ce que nous faisons. Hein. Ça a l'air de rien, mais il faut y penser. Et c'est vrai que c'est fascinant, le cas marocain est fascinant, parce que là, on le voit, parce que c'est soit des dossiers financiers, soit des dossiers sexuels, soit des dossiers d'espionnage, hein, c'est-à-dire que tous les registres sont pris, hein, y compris là dans le cas de Omar Radi, c'est les Pays-Bas, les Pays-Bas ont fait une déclaration très très claire, hein, c'est-à-dire parce qu'il a eu un contact avec quelqu'un de l'ambassade, hop, tu es un espion, voilà. Donc du coup, et donc ils font, et ça c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau, ça va avec la stratégie, ça va avec la compréhension dans quel univers on est, l'univers des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous vivons avec des calomnies sur les réseaux sociaux, nous vivons avec des campagnes de haine sur les réseaux sociaux. Bon, mais là, donc c'est comment je vais essayer. Nous, on a vécu ça. Je voudrais signaler juste la campagne de discrédit contre Mediapart en 2017. Dite autour de Tariq Ramadan, est quelque chose qui a été organisé avec Charlie, la une de Charlie, on s'en est expliqué, avec rien derrière, avec, comme chacun le sait, c'est sur le téléphone d'Éric Zemmour, dans le cadre de l'enquête sur Tariq Ramadan, qui a le plus de messages aimables entre Zemmour et Ramadan, qui étaient des grands copains et qui se font des bisous et qui se font etc. Moi, on trouvera pas ça. Il y a pas. Mais ils ont monté quelque chose. Bon, ça a servi d'alerte. Hein, ça fait. Et là, on est dans un moment comme ça qui est très très nouveau, qui est je vais te discréditer, je vais pas t'attaquer, je vais pas attaquer tes idées, je vais pas attaquer, je vais essayer de trouver le discrédit. Est-ce que, Edoui, on peut préciser plusieurs choses peut-être pour compléter. Il y a vraiment un cas marocain parce que Pegasus a beaucoup d'autres États clients. Ils parlent, eux, de 55 États clients. Ça ne veut pas dire forcément Pegasus, c'est la NSO. Mais enfin, on sait qu'il y a au moins une quinzaine d'États qui ont eu Pegasus. Or, aucun, à notre connaissance, on ne peut pas évidemment savoir, n'a fait de l'espionnage en dehors. Quand Orban achète Pegasus, c'est pour surveiller ses journalistes, ses hommes politiques,
coalition. Non, on sait qu'il n'y a pas eu une seule trace publique, c'est ça que je veux dire, d'autres activités qu'internes, et c'est vrai de beaucoup d'autres États. On pourrait développer, parce qu'on a quand même un certain nombre d'éléments qui ont été donnés par les journalistes d'investigation de ces États. Donc, il y a un cas marocain. Deuxièmement, je voudrais le dire quand même, il y a un cas français, parce que ça fait plusieurs fois que des choses totalement illégales se produisent sans qu'on ait la moindre réaction. Je veux redire, ça me paraît une petite anecdote par rapport à ce dont nous discutons. Ce fichier des islamo-gauchistes qui a été mis en ligne sur le site de Français de souche, c'est d'une gravité extrême. Des centaines de personnes accusées d'être... Enfin, je veux dire, il n'y a aucune réaction. On attend encore un mot de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, du procureur, du ministre de la Justice, rien. C'est-à-dire, il y a aussi un cas français d'habitude prise de certaines pratiques qui sont des pratiques totalement invraisemblables, enfin, qui n'étaient pas celles du passé, parce qu'on a toujours la tentation de dire ça a toujours été. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Comme ça, il y a quelque chose de nouveau. Moi, personnellement, je suis très attentif à cette... Ça va plus loin que des campagnes de diffamation à tel ou tel moment. C'est vraiment un système. Gérald Darmanin est le ministre de l'Intérieur qui, pour le moins, je ne vais pas plus loin, tolère, sans réagir, des pratiques que n'importe quel ministre de l'Intérieur normal devrait condamner et éventuellement poursuivre. Sur le fait que le Maroc espionne en France, c'est le cas aussi en Algérie. Et il faut dire que des milliers de responsables algériens, mais aussi des gens de la société civile ont été espionnés, y compris dans l'appareil militaire, etc. Et ça n'a pas peu contribué à exacerber les tensions entre les deux pays. Et jusqu'à la visite de Yaïr Lapid cet été, accusant depuis Rabat l'Algérie d'être un pays hostile, une menace pour la paix dans la région, d'être une alliée de l'Iran, de s'opposer à l'entrée d'Israël comme observateur à l'Union africaine. C'est ça, en fait, qui a conduit à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Mais ça nourrit des tensions qui sont extrêmement graves, extrêmement dangereuses et qui peuvent, demain, allumer un conflit ouvert. René ? Tu as dit il y a un cas israélien, il y a un cas marocain, il y a un cas français. Je voudrais il y a un cas israélien, parce que n'oubliez pas une chose. Les gens de NSO et les gens des services de renseignement israéliens sont extrêmement liés. Donc on ne peut pas définitivement exclure l'hypothèse que les renseignements qui sont recueillis par NSO soient transmis ensuite aux services de renseignement israéliens qui les utilisent, parce que ce sont eux qui assurent la maintenance des systèmes, qui en assurent la surveillance et sur le renouvellement des logiciels, qui vérifient l'exploitation. Et peut-être juste un détail technique. Oui, Rosa. Ouais, un petit détail technique. Pegasus, c'est des systèmes de licence. Et donc, la licence, elle a plusieurs options. Et les licences mises à disposition permettent d'espionner un certain nombre de pays, mais pas tous. Par exemple, les pays, en gros, que se réserve Israël, ne sont pas dans la licence. On prend l'Iran, etc. Les États-Unis ne sont pas dans les numéros états-uniens, ne peuvent pas être espionnés par les clients de NSO. Et ça a été tout l'objet des petites négociations entre Florence Parly et Benny Gantz. Ça a été de dire vous excluez les numéros français de vos licences. La Grande-Bretagne a fait pression aussi parce que dans les numéros espionnés par les services émiratis, il y avait des numéros britanniques et les Britanniques ont demandé à ce que les numéros britanniques soient exclus des licences. D'ailleurs, il faut dire, il semble que ça a créé quand même une crise du business de NSO, puisque des choses ont été coupées, puisque voilà, c'est des contrats, voilà, comme tu dis, de licence, et donc évidemment qu'à partir du moment où il y a la révélation, ça les a un peu entravés, quoi. Voilà, et donc le cours de bourse est moins bon là. Monsieur. Merci. En tout cas, je suis tout à fait d'accord. C'est passionnant et effrayant à la fois. Alors moi, j'ai deux remarques, une effrayante et une plutôt optimiste quand même.
Alors, sur l'effrayant, sur la question de pourquoi l'État français se tait sur ces questions-là, je crois qu'il faut repositionner cette question derrière la fascination des policiers et des militaires français pour le modèle de sécurité israélien. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Et on l'a vu sur les caméras de surveillance, au moment à Nice. Et il y a un article qui a été publié notamment dans Mediapart qui rappelle que le prochain grand enjeu sécuritaire pour la France, c'est les Jeux Olympiques de 2024 dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et il y a d'ailleurs actuellement des projets pour équiper la Seine-Saint-Denis en caméras de surveillance, etc. Donc je crois que cette culture policière et militaire du sécuritaire qui regarde vers Israël en dépolitisant toutes les questions, en ne se focalisant que sur les capacités, en effet, vous l'avez dit, à traiter les données, des métadonnées, c'est extrêmement important, et ce qui peut expliquer qu'on ne tape pas sur ces joujoux, ou du moins on les minimise. Ça, c'était pour l'aspect effrayant de ma remarque. L'aspect plutôt, je dirais, optimiste ou d'espoir, c'est qu'en fait, cette problématique du cyberespionnage est à resituer dans la régulation du cyberespace. Et là, les choses bougent un petit peu. Aux États-Unis, au Congrès en ce moment, bien évidemment, il y a des choses qui se passent vis-à-vis de la volonté de réguler les fameux GAFAM, et notamment Facebook. L'Union européenne a quand même produit, alors ça a été compliqué sur 20 ans, je crois, le début de la RGPD, c'est-à-dire, bien évidemment, c'est appliqué aux enjeux de consommation, de données privées que l'on transfère à ces entreprises frisées, aux associations, etc. Mais ça prouve qu'il y a des possibilités de régulation dans le cyberespace. Alors bien évidemment, ici on parle, comme vous l'avez dit, d'une arme d'espionnage. Bon, dans le passé, quand même, on a réussi à réguler l'emploi de certaines armes plus massives et moins discrètes que ça. Donc l'aspect positif, et c'est peut-être ma question un peu ouverte, j'ai vraiment pas du tout de réponse là-dessus, c'est où en est-on au niveau multilatéral? Parce qu'on ne peut pas que laisser les États, notamment par exemple la France et le Maroc, la France et Israël, l'Hongrie et Israël, gérer ces problèmes-là. Qu'en est-il au niveau international? Qu'en est-il au niveau multilatéral? Y a-t-il des propositions? Vous parliez d'Amnesty International tout à l'heure sur le moratoire. Bref, où en est-on? Est-ce qu'il y a de l'espoir de ce côté-là? Edoui. Là, de ce point de vue, c'est là, comme c'est arrivé sur d'autres questions de liberté fondamentale, que la dimension européenne et la dimension d'interaction et de discussion européenne est essentielle. Je rappelle que, vous savez, la législation sur les écoutes téléphoniques en France n'existe. Je parle des écoutes téléphoniques administratives, et leur cadre n'existe. Il n'y avait pas de loi, n'existe que depuis le début des années 90, ça fait 30 ans seulement, et elle n'existe qu'après plusieurs condamnations de la France à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui nous a permis, à l'époque, j'étais déjà dans le secteur, j'allais dire, de faire des articles disant la France est condamnée, et la France, c'était juste une directive de Michel Debré au temps de la guerre d'Algérie. Donc, la question par rapport à souvent des débats qu'on a sur l'Union européenne et sur l'Europe, je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas que l'Union européenne, puisque ça concerne aussi la Turquie et la Russie et d'autres. Et donc cette question de la supranationalité sur ces questions de liberté fondamentale est essentielle. C'est pour ça que je soulignais que c'est l'Europe qui a distingué Forbidden Stories et qui va... Et donc c'est le débat c'est ça qu'il faut continuer à faire avancer, hein, comme sur évidemment le poids des GAFAM, sur leur irresponsabilité, sur leur rôle dans les campagnes électorales, sur le rôle de leurs algorithmes, sur la haine en ligne, sur etc. Mais sachant que moi, depuis le début, je suis comme vous assez optimiste de ce point de vue. Hein. En fait, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la dégradation des cultures démocratiques qui se passe dans ce contexte. Pour le dire tout net, moi, je ne pense pas que ce soit le peuple numérique des réseaux sociaux qui est un danger pour la démocratie aujourd'hui. Parce que dans les réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a plein de bêtises, mais il y a aussi des alertes. Nous-mêmes, hein, on crie les bonnes nouvelles, les militants se mobilisent, des intellectuels font leur mise au point, etc. Il y a des vrais débats. Et bien sûr, en revanche, qu'est-ce que vous voyez? C'est comment, dans ce contexte-là, le système médiatique dominant s'est totalement dégradé. Et prenant appui sur cet univers, a décidé d'étouffer et de tuer les informations dans le règne des opinions, fût-ce les opinions les plus criminelles, les plus dangereuses, les plus détestables. C'est le blablabla des talk-shows qui s'est généralisé, le système Fox News qui s'est généralisé et qui est là. Et le vrai danger pour la démocratie, il est de ce côté-là.
hein. C'est eux qui font ça. De la même manière qu'on l'a vu, nous, on l'a documenté. Quand il y a des campagnes électorales, et on va le voir, les faux comptes qui viennent contredire une information pertinente et tout, on s'aperçoit que ce sont des forces organisées qui sont derrière, et ce n'est pas le peuple numérique. Donc, on est au cœur d'un enjeu démocratique qui est que la dégradation du débat public, tuer le débat public, sa qualité, le fait de se reconnaître, va de pair avec l'ascension d'un modèle du tout sécuritaire, avec quelques personnages qui sont des brutes épaisses, hein, qui, quand même, le droit de manifester, la correction d'une culture démocratique se dégrade sous nos yeux. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, on peut totalement avancer, mais il y a en revanche une vraie inquiétude du climat d'ensemble. Oui, moi, je pense qu'on est dans un contexte de... On a beaucoup évoqué tout à l'heure la RDA, les méthodes soviétiques, etc. Je crois qu'on est rentré dans une phase où s'affirme le devenir autoritaire du néolibéralisme. Et dans ce cadre-là, on parle là effectivement d'une cyberarme, puisque ces armes sont d'autant plus effroyables qu'elles sont invisibles, indétectables. Il faut en interdire l'usage et le commerce. Et cette idée d'un moratoire qui est portée par Amnesty International, elle est en train de s'imposer. Elle est reprise jusque dans les enceintes onusiennes. Elle a été reprise par Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui l'a encore réaffirmé récemment dans un échange avec des représentants des journalistes, notamment la Fédération internationale des journalistes, etc. Et je pense que ça se joue à cette échelle-là et que c'est une affaire de rapport de force et qu'il faut qu'on fasse grandir ces idées-là. S'agissant du gouvernement français, moi, je me fais absolument aucune espèce d'illusion, même si là aussi les rapports de force devraient jouer, mais on est en face d'un gouvernement deux gouvernements qui, au gré des alternances, ont multiplié les attaques frontales contre le secret des sources des journalistes. Et je cite simplement un exemple, mais la loi sur le secret des affaires, c'est une attaque frontale contre le secret de nos sources. Et donc voilà, je pense que l'aspect positif de toute cette affaire, c'est d'avoir mis sur la place publique l'usage de ces armes qui sont extrêmement dangereuses pour le cadre encore démocratique qui est encore le nôtre aujourd'hui en France. Je voudrais juste insister en une phrase sur ce qu'a dit Edoui. Ceux qui pensent que la réponse à tout ça, elle est le repli national, nationaliste, se gourrent complètement. Il y a peut-être pas de réponse, mais s'il y a une réponse, elle est dans le multilatéral, elle est dans l'Union européenne, elle est dans l'ONU, elle est dans tout ce qui existe. Et quand même, vous qui êtes ici, qui êtes des passionnés aussi de cette région que nous aimons, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de la Méditerranée, heureusement qu'il y a eu la Cour européenne des droits de l'homme pour dire que le boycott, c'était un droit citoyen. Et Dieu sait que ça nous a aidés, beaucoup. Ça a permis quand même de redéployer une offensive sans avoir cette espèce de poids. Et question après question, on s'aperçoit que la réponse est toujours là. Alors, elle n'est pas facile à trouver, elle n'est pas facile à construire, elle n'est pas facile à négocier. Mais si on veut avancer, c'est là que ça se passe. Donc après, on peut avoir toutes les discussions qu'on veut et qui sont parfaitement légitimes sur l'ONU aujourd'hui, sur l'Europe aujourd'hui, etc. Mais c'est là que ça se passe, quoi. Juste dans le principe, moi je pense qu'il faut porter l'idée que de même qu'il existe des traités d'interdiction des armes non conventionnelles, absolument, des traités de non-prolifération nucléaire, il faut un traité international d'interdiction des cyberarmes. Voilà, absolument. Il y avait encore une question, il ne faudra pas qu'on empêche nos amis de s'exprimer. On arrive au bout un peu de notre soirée. Oui, deux questions. La première, sur le Maroc. Est-ce que vous pensez qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre? Deuxième question, concernant la réponse positive. On a vu des alliances d'organisations journalistiques sur des questions fiscales. Est-ce que vous pensez que ces sujets de protection ou de contre-offensive ou d'établissement de normes de comportement sur ces questions-là peuvent faire l'objet d'alliances journalistiques internationales? Voilà, et on terminera comme ça, oui. Une remarque. Les organisations de défense des droits humains jouent un rôle spécifique
comme victime, comme découvreur et comme force d'exposition, ce qui nous suggère d'organiser des flux de soutien peut-être repensés. Et n'oublions pas que le cas français, c'est aussi d'avoir eu un président de la République qui a été la première parole publique, celui élu en 2007, a parlé du droit de l'homisme, ce terme absolument horrible qui vise à jeter l'opprobre sur la défense des droits humains. C'est une abomination. Donc les questions actuelles, les problèmes actuels ne sont pas que les problèmes induits par le président actuel. Ils ont été initiés depuis longtemps. Edoui, Rosa. Non, sur ce que vous venez de dire, je l'ai écrit, réécrit, réédité là. Les digues sautent avec la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, faut le dire très simplement, il y avait des digues, ce que tu appelais une certaine hauteur, dignité, qui était commune à ce qu'on appelait gauche et droite républicaine. C'est-à-dire des principes communs sur une certaine culture démocratique. C'est culture de principe, c'est-à-dire que la démocratie, avant des institutions, avant le droit de vote, c'est de respecter quelques principes fondamentaux, liberté de s'informer, liberté de s'exprimer, liberté de se réunir, liberté de manifester et de faire vivre cet espace démocratique. Les digues sont lâchées avec Sarkozy, dont on sait aujourd'hui, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question de la culture démocratique. C'est-à-dire que nous sommes partis avec Israël. Israël, vous avez une société qui a fait des manifestations pour demander le départ de Netanyahou, aussi à cause de ses affaires de corruption. Une société qui s'est mobilisée en disant c'est un voyou, c'est un corrompu, c'est un bandit, c'est un type lié à des... etc. Nous sommes dans ce pays-ci où, aussi bien dans l'opinion, dans les médias, quelqu'un qui a été condamné 2 fois cette année à de la prison ferme, une fois pour corruption et trafic d'influence, une deuxième fois pour financement illégal de campagne électorale, qui doit être convoqué de force pour aller à un procès qu'il boudait sur les dépenses de sondage de l'Élysée, et qui est sous 4 mises en examen dans l'affaire libyenne, qui est une affaire énorme, où tout son clan est mis en examen, et la principale mise en examen étant association de malfaiteurs. Eh bien, cette personne, voilà, elle est dans tous les médias, et il n'y a pas de manifestation de l'opinion pour dire, mais attendez, où on est, quoi. Donc la question, je dis ça parce que pour moi, c'est une protection, la culture démocratique. Un État aura toujours sa part d'ombre, aura toujours des services de renseignement, et on aura besoin, aura toujours des questions de sécurité à se poser. On n'est pas naïf, on n'est pas, etc. Donc la culture, et je le dis d'autant plus en tant que journaliste qui est amené à traiter, qui a été amené à traiter, y compris des alertes venues de ces services. C'est très important qu'il y ait aussi à l'intérieur, et s'ils nous écoutent, c'est à eux que je parle, à l'intérieur des services, des gens qui disent « Attendez, ça, je fais ça pour mon pays, mais là, je ne peux pas faire. » Parce que là, je sors des cadres. C'est le cas de Snowden. Snowden n'est pas un progressiste, n'est pas un gauchiste. Il n'est pas... voilà, comme il dit, j'étais un patriote assez traditionnel. Mais quand il dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je croyais qu'on était là pour la défense du pays. Et il dit, c'est pas possible. Et il le fait très rationnellement. Et il fait son chemin très rationnel. Et c'est vraiment une clé très importante moi, ce qui m'alarme dans le cas français, c'est la dégradation profonde de la culture démocratique. Non pas de nous, je parle dans les institutions, dans le discours politique, dans la pratique ministérielle, dans le type de gens qui deviennent ministres. Nous avons un nombre de ministres actuellement mis en examen sans que ça pose aucun problème. On a même un ministre qui est passé la semaine dernière devant un tribunal où le procureur de la République, qui pourtant n'est pas indépendant, réclame une peine avec de la prison ferme. Il est au Conseil des ministres le lendemain, sans aucun problème. C'est-à-dire que la culture partagée voilà, j'ai été faire pour des débats là, en librairie sur un livre. Je vais dans une ville, sur les terres de François Mitterrand d'ailleurs, où juste avant, Sarkozy était passé pour son propre livre, où il se présente en critique littéraire et artistique, où il y a eu 1000 personnes. Et les journalistes me disent, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je dis, le problème, c'est les 1000 personnes. Et c'est les 1000 personnes, quelle culture démocratique elles défendent? Quelle vision elles ont de notre démocratie? Et de ce point de vue, le phénomène Zemmour, il faut aussi le voir comme un miroir. Puisqu'il vient d'un monde de la représentation, qui n'est pas que la représentation électorale, qui est aussi la représentation médiatique, il est journaliste. Donc qu'est-ce qu'il nous renvoie comme image de nous-mêmes? Et là, il y a une vraie inquiétude française. Aucun pays n'est pur, aucun pays n'aura pas de corrompus, aucun pays n'aura pas de scandale. Et puis après, il y a les débats politiques, il y a la question des intérêts, des rapports de force, des luttes des classes, des intérêts sociaux, de tout ça. Et des intérêts qui n'ont pas de couleur sociale, c'est-à-dire les politiques ont une couleur sociale, mais le défi climatique, il concerne tout le monde, et il ne fait pas le tri. Bon, et là, il y a vraiment... Certes, j'ai sonné le tocsin depuis longtemps, mais là, il y a quelque chose qui m'alarme, parce que c'est comme si ces digues qui sont tombées en 2007 sont tombées avec cette présidence. Et finalement, Hollande a été élu dans un dégagisme de celui qui avait fait sauter les digues. Finalement, Hollande, il fait l'inverse, il fait Valls et tout. Du coup, il y a un deuxième dégagisme qui est en concurrence Mélenchon et Macron. Et finalement, Mélenchon ne pousse pas au bout ce dégagisme. Il avait les choses en main, je dirais, au soir du premier tour, pour la gauche, pour recomposer tout ça et reconstruire tout ça. Et Macron rafle la mise. Et du coup, lui ne fait pareillement, fait la courte échelle, et le nouveau dégagisme, il a le visage monstrueux qu'on entend là, et qui peut être redoutable, parce que il y a dans notre peuple, il y a une envie qui dégage tous, comme a dit d'ailleurs à un moment Mélenchon. Mais le dégagisme, là, il prend un autre chemin qui m'inquiète, sur fond de dégradation démocratique, de dégradation dans le réflexe des gens même, y compris de notre profession, sur les principes, et d'absence de porteurs du dégagisme à gauche. Mais peut-être fallait-il pas le présenter comme... Enfin, c'est un autre débat. Rosa. Pardon. Non, peut-être simplement sur est-ce que les services marocains pouvaient travailler pour d'autres. Ça, c'est vraiment les éléments de langage du régime marocain au moment où éclate le scandale et où il nie avoir eu recours à ce logiciel espion. L'un des premiers arguments, ça a été de dire... et ça c'était diffusé dans toute la presse, Léo Marzen, etc. Probablement ce logiciel, s'il a été utilisé, il a été sur commande pour d'autres. Moi, je crois pas du tout à cette fable-là. Aussi pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que il y a les révélations de cet été, mais il y a aussi des vérifications, des révélations précédentes qui remontent à 2018-2019, qui montrent que le Maroc, bien avant tout cela, avait eu recours à ce logiciel espion israélien, et puis à d'autres auparavant mis au point par des entreprises européennes, contre ses propres opposants, journalistes, défenseurs des droits humains au Maroc. Merci infiniment. C'était tout à fait passionnant. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris, en tout cas. Je ne sais pas vous, mais... Merci à Rosa, merci à Edoui, merci à René, merci à vous tous. Bonne soirée.